Eh ben alors on commence. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la librairie Bassa. Bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas. Il y en a qui ne connaissaient pas. Ouais. Bien. Bien. On a le plaisir ce soir de recevoir Thierry Discepolo, cofondateur des éditions Agone, qui vient nous parler entre autres, surtout, de son dernier livre, La trahison des éditeurs, qui est là. On va commencer par une partie où tu vas commencer par parler un peu, et puis après, on espère très vite en fait, vous allez pouvoir lui poser des questions, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Il vient de faire un énorme marathon de discussion, 3h30 avec des apprentis libraires à discutailler, donc un peu de participation, c'est cool aussi. Donc voilà. En effet, je garantis rien, d'accord. Ça a duré 4 heures avec une petite demi-heure de pause au milieu, d'accord. Donc là, vous avez quelqu'un qui a déjà parlé du même sujet pendant 3h30 à 4 heures, ok. D'ailleurs, c'était une sorte d'introduction que je comptais faire. Je discutais avec, il n'y a pas très longtemps, des professionnels de la présentation d'ouvrages, ce que je ne suis pas, qui m'ont expliqué qu'ils pouvaient présenter une centaine de fois, s'il faut, leur livre. Moi j'en suis qu'à une petite dizaine, d'accord, et je trouve déjà ça, c'est pas rien, quoi, c'est pas rien. Alors évidemment le fait est que on ne dit pas la même chose, on dit la même chose à des gens qui ne l'ont jamais entendu. Mais ce qu'on dit, il faut qu'on y croit, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est pas que je ne crois pas à ce que je vais vous raconter, mais je compte sur vous quand même pour que j'ai pas l'impression de me transformer en perroquet demi-savant, d'accord. Alors, le prérequis, mais qui est important, donc c'est à la fois c'est mon dernier livre, nous sommes tout à fait d'accord. Mais c'est aussi le premier. Donc, je suis avant tout éditeur. Donc, c'est un livre qui résulte plutôt de la mise en forme d'une pratique, chose dont j'ai longuement parlé cet après-midi devant 3 classes d'étudiants. C'était extrêmement intéressant et tout à fait stimulant. D'ailleurs, j'étais étonné de la qualité de l'écoute et des questions. Je compte que cette bande d'adultes politisés fasse mieux. Que des jeunes apprentis libraires frémoulus. Donc ce livre est vraiment issu d'un ensemble de constats qui sont essentiellement le fait de quelqu'un qui a mis en pratique à la fois le métier tel qu'il le voyait, mais aussi et surtout un ensemble de croyances dont il s'est rendu compte au fur et à mesure que le temps passait qu'elles n'étaient pas tant que ça partagées. Quand je dis partager avec ses confrères, d'accord. Donc il a en même temps découvert que ceux qui sont supposés être ses confrères, en fait, il n'y en a pas tant que ça, sauf confrères ennemis peut-être. Mais donc au fil des années, c'est un livre qui a été écrit, disons, en matière de rassemblement d'informations, de collecte de données. De première présentation, de participation à des débats entre 2003 et 2010, donc c'est très long. Évidemment, c'est essentiellement dû au fait que le métier d'éditeur n'est pas le métier d'auteur, ce sont deux métiers différents, voire des métiers qui sont parfaitement contradictoires. C'est-à-dire qu'au moment où on est auteur, il faut vraiment repousser l'attention de l'éditeur, et au moment où on est éditeur, il faut vraiment repousser les soucis d'auteur. Un éditeur est quelqu'un qui est au service des auteurs, et un auteur n'est qu'au service de lui-même. Donc il a fallu que je sois en même temps cet individu parfaitement égoïste qui ne s'occupe que de lui, de son livre, et en même temps que je continue ce métier pour les autres auteurs avec qui on travaillait. Ce qui fait que ça m'a donc demandé 7-8 ans pour finir ça. Avec un avantage quand même sur cet ensemble, c'est que du coup, j'ai pu assister dans la collecte de données à la succession des évolutions respectives de l'ensemble des maisons d'édition pendant une période qui est une période où ça a beaucoup bougé. Alors, haute précision, évidemment, vous avez affaire à un éditeur français, qui connaît à peu près rien à l'édition suisse. Donc je ne vous parlerai pas de la Suisse, du moins pas ce coup-ci, mais peut-être que je serai réinvité, puisque la suite du travail consistera d'ailleurs une partie à analyser le champ éditorial suisse, et surtout, puisque c'est mon sujet, les effets de la concentration capitaliste dans l'édition, mais au sens des effets sur le type de livre produit,
sur les idées et sur l'efficacité des idées mises en perspective avec la concentration dans l'édition. Et comme vous avez un très bel exemple, en l'occurrence avec le groupe Libella, donc il faudra que j'aille voir ça de près pour voir comment ça marche ici aussi. En attendant, donc, je ne sais rien sur la Suisse, et donc tout ce que je raconte est essentiellement issu du champ éditorial français que je connais un peu moins mal que le reste. L'ensemble des constats qui président en fait à ce livre, c'est est-ce que l'ensemble des éditeurs qui font ce métier le font pour les mêmes raisons? La première chose que je constate, c'est que en fait, il y a une véritable tension, voire une contradiction à l'intérieur du monde éditorial entre les raisons pour lesquelles on fait de l'édition. En ce qui me concerne, les raisons pour lesquelles je fais de l'édition sont essentiellement issues d'une sorte de croyance un petit peu naïve. C'est qu'en fait, on fait des livres parce qu'à l'intérieur il y a des idées. Ces idées ont pour principale fonction et motivation de changer le monde dans lequel on vit. Et les modalités d'organisation qu'on a choisies pour diffuser ces idées au travers des formes de livres participent de la transformation de ce monde, et qui commence donc par la transformation de nous-mêmes, c'est-à-dire par la mise en œuvre de modalités d'organisation qui sont cohérentes avec les idées d'émancipation qu'on diffuse. Détail aussi, habituellement déjà, n'étant pas un orateur professionnel, j'ai tendance parfois à peut-être parler trop vite et ne pas articuler. Vous me coupez, s'il vous plaît, vous avancez pas en faisant comme si vous comprenez ce que je raconte, hein. N'hésitez pas à me couper à tout moment, c'est pas un problème. Donc, surtout quand je vous mets à faire des phrases un peu longues comme celle-là. C'est bien parce que tu pourras plus du tout exploiter l'enregistrement après. On est d'accord, ça marche. Ça sera totalement inexploitable, on est d'accord? C'est parfait, c'est parfait. Tu comptais rien en faire de toute façon, c'est parfait. En fait, cet après-midi qu'il fallait enregistrer. Hein. Tu aurais dû. Donc, le travail de ce livre, donc je vais résumer la thèse en une seule phrase, c'est essentiellement la mise en correspondance des propos de l'ensemble d'éditeurs, qui sont les plus importants de la profession, avec la réalité de leur pratique. Il est très important, même si la maison d'édition dans laquelle je travaille a une ligne éditoriale qui est plutôt marquée à gauche, voire à l'extrême gauche. En revanche, il n'est pas nécessaire d'avoir un discours politique sur les livres, il suffit d'avoir un discours qui est indexé sur la croyance qui est supposée être partagée, notamment par monsieur et madame tout le monde, sur la réalité de la mission du livre, c'est-à-dire, je le redis, diffuser un savoir qu'il y a des effets en termes d'émancipation, etc., etc. Donc c'est pas nécessaire, je dis, c'est pas nécessaire d'être de gauche, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, il suffit d'avoir cette croyance, ça suffit. Donc quand je dis que je mets en confrontation l'ensemble des éditeurs entre leur discours et leurs croyances, c'est peu importe leur ligne éditoriale. D'accord ? Donc ce livre a pour seule finalité de montrer quels sont les effets de la concentration des maisons d'édition sur le type de livre et surtout, non pas tant sur les contenus des livres que sur les effets sociaux et économiques de la constitution des groupes mêmes. D'accord ? Délibérément, j'ai éliminé toute question de contenu. Je crois que je ne parle en termes de contenu que d'un seul livre. En l'occurrence, un livre qui est en vente là-bas, qui est un livre d'Hervé Kempf. C'est quoi le titre là-bas, c'est quoi ? Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Voilà, c'est le seul texte dans lequel je rentre dans les détails. Voilà. Je vais commencer au moins par une accroche un petit peu locale pour montrer ce que j'appelle des mises en contradiction, d'accord. Donc ça tombe super bien. Franchement, je peux le prouver en montrant mes notes. J'avais absolument prévu de commencer par cette citation, d'accord. Donc c'est sur la tension qui est à l'œuvre dans les éditeurs qui sont supposés œuvrer pour transformer le monde. D'ailleurs, et certains organisateurs de manifestations culturelles, en fait, et politiques notamment, ils ne s'y trompent pas. Prenons un exemple. Prenons en septembre 2009 Genève.
D'accord, une manifestation qui s'appelle la Fureur de lire et qui est organisée par le Courrier, sous l'égide duquel nous sommes aujourd'hui, et la Fureur de lire. Et donc, le thème, c'est des livres pour changer le monde. Et d'ailleurs, l'invitation est absolument sans ambiguïté. Je cite, outils de la pensée et de l'imaginaire, les livres contribuent à changer le monde. On est bien d'accord, on partage tous la croyance dont je parlais tout à l'heure. Pourtant, l'écrit semble aujourd'hui confisqué et se retrouve aux mains de quelques grands groupes éditoriaux et médiatiques. Nous sommes tous d'accord, nous faisons le constat aujourd'hui, les livres se trouvent aux mains de grands groupes éditoriaux et médiatiques, et ils sont donc à l'inverse, enfin ils sont donc en tant que groupe éditoriaux et médiatiques incapables de porter le message du dessus qui est des outils de pensée de l'imaginaire, des livres qui contribuent à changer le monde. On est à peu près clair sur ce que disait le Courrier ce jour-là, on est donc tous d'accord là-dessus. Dans ce contexte, y a-t-il encore de la place pour les discours qui remettent en question le monde tel qu'il va? Donc ils en appellent aux discours qui veulent changer le monde tel qu'il va. Et donc immédiatement, qui ils invitent? Ils invitent Susan George, altermondialiste bien connue, qui a publié un livre qui s'appelle La pensée enchaînée, Un autre monde est possible, chez Fayard, marque du groupe Matra Hachette Lagardère. Donc la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'organiser une manifestation qui est faite pour changer le monde, qui mobilise l'imaginaire que les livres sont supposés porter, en invitant un auteur qui a publié ce livre dans le principal grand groupe d'éditeurs français qui est en plus propriété d'un marchand d'armes et d'industrie aéronautique. Voilà. C'est ce genre de choses que je mets à l'œuvre. Mais on continue parce que le Courrier s'est pas contenté d'inviter donc un auteur de chez Matra Hachette. Il a invité aussi un auteur de chez Actes Sud. Non, il a même fait mieux que ça, le Courrier. Il n'y a pas personne du Courrier ici. Je sais pas. Donc on peut y aller, quoi. C'est pas un problème. Okay. Alors en fait, ils ont aussi invité non seulement Actes Sud, mais ils ont invité en fait la patronne d'Actes Sud, Françoise Nyssen. Et Françoise Nyssen, avec le Courrier, veut remettre le monde en question. Et donc elle a été invitée avec un certain Metin Arditi. Donc, le thème c'est refaire le monde. Ouvrez les guillemets. L'autre est écrivain, en l'occurrence Arditi, et aussi homme d'affaires, mécène. Vous connaissez, j'imagine, tout ça, mais pour moi, je ne connais pas, donc c'est super de découvrir ça. Comment se sont-ils rencontrés? Comment les textes du second sont-ils devenus des livres fabriqués par la première? Comment, par quel détour, quelles concessions éventuelles, le monde intérieur d'un auteur finit-il par rentrer dans la maison d'un éditeur? Qu'est-ce que l'expression « refaire le monde » peut bien vouloir dire qu'un éditeur propriétaire du groupe Actes Sud invite un mécène genevois? En fait, tout ça, le constat, c'est tout ça ne veut absolument plus rien dire. Donc, je me suis appliqué à faire ce travail. Alors, ça c'est le moment où le piège commence, parce que là maintenant, je vais répéter exactement ce que j'ai dit cet après-midi. Vous, c'est pas grave pour vous. Enfin, je crois qu'il y en a une ici qui m'a déjà entendu, deux, il y en a trois qui m'ont entendu ça cet après-midi. Bon, vous allez supporter. Bon. Donc, je suis allé regarder de près quelles étaient les modalités d'organisation de ces diverses structures, d'accord, qui en appelait à notre croyance commune du livre comme instrument d'émancipation du livre, de l'imaginaire du livre comme un monde meilleur. Et notamment, je me suis appliqué à montrer quand les contradictions étaient des contradictions au niveau de la communication de ces maisons. Alors, évidemment, on peut critiquer Hachette, mais je crois que c'est pas nécessaire. Hachette, on s'en fiche, tout le monde le sait, d'accord? Donc, tout le monde le sait, sauf les auteurs altermondialistes comme Susan George, qui elle ne le sait pas, sauf les auteurs du monde diplomatique qui tous publient chez Fayard, sauf la plus grande partie de la gauche française qui publie essentiellement dans ces... En fait, finalement, personne ne le sait, à part monsieur et madame tout le monde, qui en revanche permet à cette croyance de perdurer en continuant à se déplacer dans des librairies indépendantes et à faire vivre l'illusion d'un monde dont la plus grande partie des gens qui le dirigent non seulement n'y croient plus, mais le bafouent, c'est-à-dire à peu près ouvertement.
Donc le premier sur lequel j'ai travaillé, alors ça a été Gallimard, mais j'en ai trop parlé cet après-midi, donc vous n'aurez pas droit à Gallimard ce soir. Le deuxième, ça a été Hachette, ça c'est pas la peine. Le troisième, ça a été Actes Sud. Donc Actes Sud, pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est particulièrement intéressant parce que dans le cas d'Actes Sud, on a la véritable construction d'une image de communication qui est vraiment une image de vente, c'est-à-dire que Actes Sud invente une image de marque, qui est une image de marque dont probablement pendant peut-être la première ou la deuxième année, elle fonctionnait comme telle, mais très vite elle n'a plus aucun sens. En fait, Actes Sud, c'est 1978 que les premiers bouquins paraissent, mais en 1986-87, le virage capitalistique est déjà pris. C'est court, c'est très très court. 78-87, ça fait moins de 10 ans. En moins de 10 ans, Actes Sud commence à déroger à l'ensemble des règles qui continuent à être celles qui sont au cœur de la constitution de sa communication. En l'occurrence, en 1987, Actes Sud a déjà des bureaux à Paris, alors même qu'Actes Sud est supposé être le petit éditeur installé en région. En 1988-89, ils commencent à acheter leur première maison d'édition. Aujourd'hui, ils en ont acheté 13 de maisons d'édition. 13 maisons d'édition, c'est plus de maisons d'édition qu'en a acheté Gallimard en un siècle. D'accord ? Alors, évidemment, c'est moins de maisons d'édition que Hachette n'en a acquises, évidemment. Ce sont évidemment des plus petites maisons d'édition, mais la question n'est pas là. La question n'est pas, j'en ai parlé cet après-midi, le grand moment où le monde de l'édition français, et pas seulement français, a été sensibilisé aux problèmes que posait la concentration capitalistique, c'est quand le groupe Vivendi Universel a explosé, et donc tout à coup le deuxième grand groupe français était acheté par le premier, c'est-à-dire Hachette. Mais il faut ça, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le plus grand groupe français qui rachète son second pour que le landerneau français s'inquiète. Le reste du temps, il ne s'inquiète pas. Le reste du temps, on considère normal qu'une petite maison soit rachetée par une un peu plus grosse qui va être achetée pour une un peu plus grosse. Donc, et en fait, c'est ça qui est intéressant avec Actes Sud. Actes Sud montre en dissimulant de manière extrêmement active ce travail-là, comment on constitue un groupe. L'hebdomadaire de la profession, que je ne peux pas m'empêcher d'appeler la Pravda de la profession, parce que c'est le qui s'appelle Livre Hebdo. Donc appelons ça Pravda Hebdo. Donc Pravda Hebdo, toutes les semaines, donne le ton des informations qu'il est important de connaître sur le monde de l'édition. Au milieu des années 2000, ils ont donc publié un article qui s'appelle Actes Sud, ceci n'est pas un groupe. Donc évidemment avec le jeu de mots, la référence à Magritte, ceci n'est pas une pipe, enfin voilà. Donc, et à l'intérieur, on a un portrait de la maison d'édition. Et le portrait commence par l'explication inlassable de tous les acteurs d'Actes Sud qu'il ne faut pas utiliser le vocabulaire que tout le monde utilise pour parler des maisons d'édition. En fait, ça n'est pas un groupe, c'est donc une galaxie. On n'achète pas les maisons d'édition, on s'en approche. Les maisons d'édition achetées sont des filiales. Tout ce vocabulaire qui est en permanence. Donc c'est un vrai travail de dissimulation de la constitution d'Actes Sud comme groupe. Je vais aller assez vite après parce que d'abord je suis pas sûr de tenir très très longtemps. En fait, il y a des gens qui peuvent parler plus de 4 heures comme ça. C'est possible, hein, peut-être pas moi, d'accord. Dans Actes Sud, au moment où il dissimule ça, se passe en même temps la chose suivante. Je vais recommencer au début d'Actes Sud. Actes Sud, la véritable naissance, ça n'est pas du tout un bellâtre new-yorkais, l'édition d'un bellâtre new-yorkais ni d'une vieille conteuse russe, en l'occurrence Berberova et Paul Auster. Non, la véritable naissance d'Actes Sud, c'est même pas le premier livre. En fait, c'est l'OPA qui est réalisé par la famille Nyssen sur Capitani, en l'occurrence qui se réalise par un mariage entre Jean-Paul Capitani et François Nyssen. Jean-Paul Capitani est le principal propriétaire terrien et immobilier de la ville d'Arles. C'est ça le vrai départ d'Actes Sud. C'est-à-dire, d'un côté, la captation d'un capital symbolique, et de l'autre côté, les moyens qui sont donnés à un éditeur de pouvoir vraiment commencer à voir les choses en grand. Donc, en moins de 10 ans, la croissance d'Actes Sud va prendre une accélération qui va évidemment ralentir parce que c'est quand même assez difficile de gagner en face de la machinerie qui est quand même installée à Paris, mais Actes Sud joue ce rôle. Elle va petit à petit grandir, c'est-à-dire qu'en moins de 4 ans, en moins de 4 ans après le premier prix,
littéraires, ils vont avoir un prix Nobel qui va être suivi par un premier Goncourt. Et je crois que c'est l'année 2004, il y aura 39 prix littéraires qui vont être gagnés par Actes Sud. 39 en une seule année. En même temps, avec le succès de Millennium, ils vont gagner, je crois que c'est une dizaine de places dans le rang des maisons d'édition. Ils sont 18e maison d'édition au chiffre d'affaires en France actuellement. Et en même temps aussi, François Nissen va être l'une des premières maisons d'édition qui sont recrutées par Gallimard quand il devient patron du SNE, c'est-à-dire Syndicat National d'édition, qui est le patron des patrons d'édition français. Donc ça veut dire, c'est ça qu'on voit, une croissance qui est à la fois une normalisation, d'accord, se réalise en moins de 25 ans. Les effets qui sont associés à ça, et qui sont à mon sens intéressants, c'est ce que ça réalise très très concrètement. C'est un exemple que j'ai donné cet après-midi aussi, qui est il faut bien voir que l'ensemble des livres d'Actes Sud, qu'on voit nous comme des livres, ne sont pas seulement des livres. Ce sont aussi des outils d'aller-retour entre capital symbolique et capital financier. C'est-à-dire que nous on l'achète comme un objet qui a un contenu, qui est un contenu parfois littérairement intéressant, intellectuellement intéressant. Je rappelle aussi que Actes Sud, c'est ceux qui ont publié Nos Logos, qui est le best-seller de Naomi Klein. J'imagine que vous avez repéré ce titre-là. Donc, il est d'ailleurs assez intéressant que dans le livre Nos Logos, publié par Actes Sud, ils ont levé le logo d'Actes Sud sur le livre Nos Logos. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement sensibles aux stratégies de communication. Évidemment, le logo Actes Sud a en revanche continué, surtout, mais là, ils l'ont enlevé. À ce moment-là, ils l'ont enlevé. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je vais me perdre dans les détails. Donc, au moment où Actes Sud réalise cette évolution, il réalise aussi une capacité, qui est une capacité importante pour toute entreprise capitalistique, qui est de pouvoir, sur le territoire d'Arles, réellement démultiplier les biens immobiliers du propriétaire d'Actes Sud. Comment ça se passe? C'est très simple. Le plus gros propriétaire terrien d'Actes Sud, l'immobilier d'Actes Sud, au moment où Actes Sud, chez lui, se met à acheter une église pour faire des concerts, à avoir un accès direct à être propriétaire du cinéma, propriétaire du théâtre, à être le principal gestionnaire de l'hôpital Van Gogh, qui est le centre où il y a qui est le bâtiment qui est devenu, enfin c'est un ancien hôpital, c'est l'hôpital où Van Gogh avait été interné, qui maintenant est un centre culturel. Il est le principal acteur de ce centre, il est le principal utilisateur de tous les lieux qui sont les lieux principaux d'activité culturelle. Donc au moment où il s'investit là-dedans, au moment où il crée ça, en fait, il augmente brutalement la valeur immobilière globale d'Actes Sud, de la ville d'Arles. C'est-à-dire que la ville d'Arles, de petite ville de province, devient une ville d'importante activité culturelle. Donc automatiquement, ça a des effets, le dernier, je vous en parlerai après, ça a des effets sur le prix du mètre carré directement. Assez curieusement, on a un exemple direct de la valorisation de mètre carré au travers de la valorisation du capital culturel d'une entreprise qui est installée, d'une entreprise culturelle qui est installée dans une ville. Et donc le débouché dernier récent, c'est le rachat de l'ensemble des friches de la SNCF, d'accord, dans lequel la région a investi, dans lequel la ville a investi, et dont le principal utilisateur, le principal développeur est Actes Sud, qui a donc déménagé ce locaux, qui a investi ses friches qui sont immenses, qui a déménagé sa librairie, qui a démultiplié sa surface. Donc on voit comment, et c'est ça qui est le plus important à mes yeux, une entreprise culturelle qui est supposée, je répéterai toujours la même chose, produire des livres qui sont des objets dont le contenu est supposé nous émanciper, nous libérer, est au contraire, devient au contraire un instrument de valorisation extrêmement concret et pratique d'un nombre de mètres carrés, etc. Voilà. D'accord ? Ça, c'est le type de retournement que j'essaie de montrer dans ce livre. Prenons un autre exemple qui est celui de la maison, c'est la seule chose dont je n'ai pas parlé cet après-midi, d'ailleurs, ça va me reposer ça, qui est la maison d'édition. Alors en plus j'espère qu'ici vous vous rappelez tous de Maspero, d'accord ? Les gamins cet après-midi j'avais à peu près tous oublié qui était Maspero. Fin des années 50, François Maspero crée sa maison d'édition, d'abord sa librairie, qui devient la librairie mythique
de l'extrême gauche parisienne, mais 68 ça prend un rôle important, etc. Ça devient l'éditeur anti-impérialiste, l'éditeur tiers-mondiste, ça devient aussi l'éditeur de l'université, on oublie ça. C'est une chose qu'on a oublié, c'est-à-dire Maspero a été un tel producteur de brochures absolument invraisemblables, qui est d'ailleurs à l'origine de son dépôt de bilan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas maîtrisé sa production, c'est une chose qu'on ne dira jamais assez. En 1982, Maspero se retire, la maison d'édition devient La Découverte qui très vite va être récupérée par des capitaux CFDT, qui ensuite, en fait oui, c'est les capitaux CFDT, sont les premiers qui rachètent La Découverte, qui ensuite va être racheté par Vivendi, d'accord, donc et qui ensuite va être racheté par Planeta. Donc on a une sorte de destin comme ça, de destin qui est. Alors vous me direz en soi, et c'est ça qui est souvent annoncé, c'est pas très grave. Les bouquins continuent de paraître. Certes, les bouquins continuent de paraître, il n'y a pas de doute. Mais quand La Découverte crée une collection qui s'appelle Zone, pour moi, c'est l'emblème de la manière dont les contradictions entre le contenu, entre le message, entre le propos et le véritable fonctionnement atteignent leur maximum. Donc, alors, ce qui est toujours difficile quand à la vitesse à laquelle les achats et les rachats sont faits, c'est que je ne me souviens plus exactement qui était le propriétaire du capital de La Découverte au moment où est créé Zone. Mais je suis à peu près sûr, mais il faudrait que je vérifie, que c'est le fonds de pension Wendel, dont le propriétaire est le baron Célière. Je suis à peu près sûr de ça. Le baron Célière, dont j'imagine que je ne sais pas si vous savez, c'est l'ancien patron des patrons français. Alors oui, je ne sais pas exactement à quel point vous êtes profondément pollué et pénétré par ceux qui constituent la culture française. Donc n'hésitez pas, quand vous ne savez pas, à me dire, je précise, d'accord ? Donc dans la cascade de la vente et des reventes de La Découverte, la dernière, c'est donc Planeta, multinationale espagnole. L'avant-dernière, c'est le groupe Editis, qui est donc la propriété d'un fonds de pension et d'investissement qui s'appelle Wendel, dont le propriétaire est le baron Célière, qui est l'ancien patron des patrons français. Je pense que c'est à cette période, qui a donc suivi 2-3 cascades, c'est un peu compliqué, peu importe. À ce moment-là, donc, La Découverte décide de créer une collection qui s'appelle Zone. Cette collection est menée par l'un des éditeurs de La Découverte qui s'appelle Hugues Jalon et à l'époque un assez jeune chercheur qui s'appelle Grégoire Chamaillou. Sous le nom de Zone, le manifeste en appelle, et c'est cohérent avec le nom de Zone, réellement à une mobilisation des marges en vue, mais vraiment c'est quasiment un appel à la révolte. Donc un appel à la production de textes, de discours qui sont en rupture avec le système en place. Donc mobiliser les marges, dans les marges créer, se constituer, se développer afin d'attaquer le système central. D'accord ? Ça c'est le manifeste. Ils vont mobiliser un certain nombre d'auteurs. Peu importe, encore que si, dans le premier est assez intéressant. Le premier il s'appelle Normand Baillargeon, qui va pour le Zone, qui va préfacer un livre de Barney qui s'appelle Propaganda, et Barney c'est le théoricien grosso modo, du lobbying aux États-Unis. Bon, s'il y en a qui ont envie que je développe là-dessus, je développerai, mais prenons cette forme-là. Quand cette collection-là a apparu, quand cette maison d'édition-là est apparue, on a eu immédiatement une sorte d'engouement de ce genre de lieu. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que quand Zone est apparu, vous avez adoré, vous l'avez mis partout, j'en suis absolument sûr. C'est pas la peine de nier, je suis sûr. D'accord ? Donc, c'était parce que c'est fait pour ici. C'est absolument fait pour ici. D'accord ? Sauf que la chose qu'on constate, c'est qu'en fait, Zone n'est pas une maison d'édition. Alors vous me direz, on s'en fiche. C'est pas une maison d'édition. Mais il y a quand même des usages. Je vais peut-être vous paraître traditionnaliste, mais il y a des usages, il y a des manières de faire les choses. On ne les fait pas toutes de la même manière. Traditionnellement, une maison d'édition peut devenir une collection, ça existe.
alors je sais pas, vous vous souvenez, j'imagine, le Mercure de France, cette vieille marque française du XIXe siècle, est devenue en fait une sorte de sous-collection de Gallimard quand ça a été racheté. D'accord? Et ça arrive tout le temps, c'est tout le temps ça, d'accord? C'est possible ça. Vous vous souvenez sans doute pas, mais la Pléiade est une ancienne maison d'édition. Aujourd'hui, c'est une collection de Gallimard. Il y en a d'autres. L'Arpenteur, c'est une ancienne maison d'édition. Donc il y a plein comme ça de noms. Donc ça se fait, ça. Ça se fait. Ce qui ne se fait pas, en revanche, c'est fabriquer à l'intérieur d'une maison d'édition une marque qui n'est pas propriétaire de son copyright, mais dans lequel l'éditeur propriétaire disparaît au moment de la création. Ce qui est le cas de Zone. Zone, vous ne verrez jamais dans Zone un copyright qui est un copyright Zone. Il n'y a que les copyrights de la découverte. Ça n'existe pas comme maison d'édition. Ça a été créé ad hoc avec une stratégie qui était: nous fabriquons un producteur de marché contestataire. Ça a été calculé, conçu comme tel. Alors, évidemment, la chose c'est, mais quelle importance? C'est pas grave, d'accord? Ils font des bons livres, ils éditent enfin le bouquin Propaganda de Barnet, qui est une dénonciation des mécanismes de propagande. C'est quoi les mécanismes de propagande? Les mécanismes de propagande sont la manière dont les élites et les dominants mettent en place des stratégies pour faire passer grosso modo des vessies pour des lanternes. Mais est-ce que la collection Zone n'est pas justement faire passer des vessies pour des lanternes? Donc au moment où le principal auteur canadien, québécois en l'occurrence, d'analyse des stratégies de propagande, l'un des principaux introducteurs de Chomsky au Québec, d'accord, préface en France le premier livre des analyses de la propagande dans une maison d'édition qui n'en est pas une, mais qui est une marque d'une maison d'édition qui a été rachetée par le patron des patrons français et qui appelle dans son manifeste à la révolution et qui va être vendue et dont le résultat des bénéfices vont être redistribués à ce groupe-là, est-ce qu'on ne peut pas être obligé de constater qu'il y a un problème de cohérence? Voilà. Donc c'est exactement tout ce genre de choses que j'ai mis à jour. Voilà. On va dire que je vais faire un petit break. Si vous avez des questions pendant ce temps, je bois un verre et je peux y répondre. Et si on peut commencer, ça m'arrangerait. Je commence un petit peu à fatiguer. Mais je vous promets que mes réponses seront longues et je tiendrai. D'accord? Voilà. Merci. Voilà. Allez-y. Oui, parce que je lisais il y a quelques années à peu près tous les titres de l'édition. Les empêcheurs de penser en rond, c'était Philippe Pignard et Isabelle Stengers. Et puis ils ont publié des trucs que j'ai trouvé vraiment bien, notamment sur la psychiatrie, la folie, sur qu'est-ce que j'ai lu encore, ouais, pas mal, psychiatrie, anti-psychiatrie, bien sûr, etc. Et j'ai vu qu'ils étaient intégrés à la découverte. Ça s'appelle comme collection. Maintenant, c'est une collection de découverte. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est beaucoup moins bien. Je dirais même que j'ai feuilleté ou même acheté ici des bouquins qui étaient un peu de la daube. Qu'est-ce qui est arrivé aux empêcheurs de penser en rond? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut que je fasse œuvre d'humilité. C'est pas intéressant. Non, c'est pas que ça m'a pas intéressé, c'est que c'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Je vous avoue, c'est extra. Je me suis concentré sur Actes Sud parce que c'était important. Donc Actes Sud, j'ai enquêté, vraiment enquêté. Je suis allé acheter leur bilan. J'ai acheté l'intégral parce que vous savez, quand une entreprise, je sais pas comment c'est ici, mais chez nous, elle est obligée de publier ses bilans et ses comptes rendus de conseil d'administration. J'imagine que c'est pareil ici. Voilà. Donc ça, je l'ai fait. Mais d'abord, ça fait vite cher, d'accord, ça prend vite de temps, donc je ne l'ai pas fait pour les empêcheurs de penser à rond, d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, ils n'ont jamais été, à proprement parler, une maison d'édition indépendante, jamais, en fait. Voilà. Dès le début, ils ont fait un choix qui est de s'associer. Alors de mémoire, c'est le groupe Fabre, il me semble bien, qui est le premier qui les achète. Je crois que quasiment leur premier bailleur, c'est le groupe Fabre, qui est un industriel de la pharmacie
de la région du sud-ouest, de Toulouse en l'occurrence. Donc voilà, donc c'est-à-dire que à la limite ça a mal commencé, donc c'est normal qu'après la valse, si vous voulez, suive. D'accord, mais je peux vous parler d'un cas que je connais bien en l'occurrence, celui-là je l'ai étudié. Il y a 2 cas que j'ai étudiés aussi, des petits cas d'études qui sont assez intéressants, 2, 3. Les liens qui libèrent, qui est une maison d'édition qui est assez récente, qui maintenant est chez Actes Sud à 30%, Actes Sud à 30% propriété, mais ce cas est intéressant, pourquoi ? Je vais vous donner des petits équivalents, mais vous aurez des réponses, non pas sur directement ça, mais comment ça se passe, d'accord ? Les liens qui libèrent, c'est une maison d'édition créée par Trubert, un certain Henri Trubert. Henri Trubert qui, avant de créer sa maison d'édition, donc 30% propriété d'Actes Sud, qui était l'éditeur chez Fayard, qui a fait rentrer chez Fayard les auteurs du Monde diplomatique, plus Chomsky, plus Susan George, ok, qui est un ancien éditeur du Rocher. Le Rocher, c'est la maison d'édition qui a publié Brigitte Bardot et Rowena Falacci. Ça vous dit quelque chose ou pas, ça ? C'est-à-dire les bouquins qui aujourd'hui sont les bouquins les plus tellement, alors c'est marrant, c'est des bouquins qui sont tellement objectivement racistes et tellement racistes objectivement que plus personne, en fait, à part ceux qui sont ouvertement racistes, les reconnaissent, d'accord ? Donc c'est-à-dire que, alors ça n'a pas été publié pendant que Trubert était là, mais il a été formé dans cette maison d'édition. Donc un éditeur qui est formé dans une maison d'édition, qui va publier quand il s'en va Rowena Falacci et Brigitte Bardot, rentre chez Fayard, cornaqué par Claude Durand, qui est encore une figure assez compliquée mais assez intéressante. C'est très simple ce qu'il fait. Il observe le marché. Dans le marché, il repère quelques maisons qui marchent bien, dont une, et je peux vous dire que je sais très bien laquelle, puisque c'est Agone. Puisqu'un jour, c'est un journaliste qui m'a dit en conférence de presse, il avait un bouquin d'Agone à côté de lui, un journaliste, et Trubert passe à côté de lui et lui dit très bonne maison d'édition ça. Donc en fait, il regarde bien comment c'est fait. Il regarde quels sont les auteurs. Il va contacter les auteurs, en l'occurrence ceux du Monde Diplo, etc. Et il les publie tous. En fait, c'est une création de marché. Voilà. Alors, vous me direz, pourquoi ils y vont ? Pourquoi ils y vont ? C'est vrai qu'ils sont... le Monde Diplo, c'est quand même pas un truc qui est super politisé, quand même. C'est pas des gens super informés. Ils connaissent pas trop. C'est des jeunes gens qui débarquent, et ils n'ont pas tous 20 ans de PC, d'accord. Ah, ils sont naïfs, ils connaissent pas bien le monde, c'est vrai. L'économie mondiale, ils sont pas super au courant. L'organisation capitalistique de la France, des États-Unis, ils sont pas super au courant, c'est vrai. Enfin, moi, c'est chez eux que je l'apprends tout ça, mais eux, visiblement, ils sont pas super au courant, d'accord. Donc, ils publient là. Mais pourquoi ils publient là ? Ils publient là pour être efficaces. C'est la règle numéro 1. C'est quand vous êtes un promoteur d'idées de gauche, vous voulez vous adresser à la masse. Et la masse, vous n'y avez accès que quand vous avez une diffusion et distribution efficace. Et une diffusion et distribution efficace, ça n'est jamais que forcément l'outil qui est aux mains d'un grand groupe. Grand groupe qui en général est forcément le membre, l'acteur principal d'organisation du monde capitalistique contre lequel vous luttez. Mais visiblement, la dernière boucle, si vous voulez, les auteurs du Monde Diplo ne la font pas. Ils s'arrêtent avant. En fait, ils font toute la boucle jusqu'à diffuser en masse et après ils s'arrêtent. D'accord. Je sais pas, parce que ça j'ai pas repris cette partie, mais le plus intéressant au Monde Diplo, c'est sans doute Bernard Cassen. Je sais pas si vous voyez cet animal, d'accord. Bernard Cassen, c'est celui qui a signé chez Fayard. En fait, c'est lui qui a fait venir chez Fayard tout le monde. C'est lui qui a fait venir. Et vraiment, c'était son discours. C'était vraiment son discours. Mais ce qui est intéressant, et toujours pareil pour boucler, je vais toujours boucler sur le métier, d'accord. Après, je finirai ma boucle avec Trubert et Actes Sud. Donc, quand il dit qu'il va chez Fayard, il y va après, et c'est ça qui est intéressant, avoir publié la collection, en l'occurrence, ça commence par la collection d'Attaque, l'avoir publié chez un petit éditeur. Petit éditeur qui a été coulé. Comment ? Il a été coulé parce que Fayard l'a attaqué sur une concurrence de format. En l'occurrence, c'était 1001 nuits, propriété de Fayard, qui a attaqué l'Esprit Frappeur pour concurrence de format, parce que c'était les mêmes livres. Donc vous imaginez, Cassen dirige la collection d'Attaque, groupe anticapitaliste, on est d'accord, dont le fonds de commerce, c'est lutter contre son fonds de commerce.
C'est son fonds de commerce. Si Attaque est anticapitaliste. C'est son fonds de commerce. On est tombé. Il faut juger les gens aux intentions, pas ce qu'ils font, sinon on s'en sort pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas, même création d'Attaque, il me semble que c'est la taxe sur les transactions financières. Mais je t'assure que c'est le diplôme qui a fait, je t'assure que c'est comme ça qu'ils se voient. Peu importe comment nous les voyons. Ce qui est plus important, c'est comment les gens se voient. Peu importe comment on les juge. Pour moi, non, c'est pas le cas, tu as raison, mais c'est pas comme ça. Voilà. Donc, alors je reviens. Leurs dirigeants, non. Mais va demander à leurs militants. Tu serais surpris. Moi, je connais très bien la base d'Attaque. Toute la base d'Attaque ont rué dans les brancards. Ils ont rué dans les brancards quand Cassen a signé le contrat chez Fayard. Je veux dire, mais ils ont ignoré. La direction et l'ensemble des auteurs n'ont jamais suivi les militants, qui prenaient justement au sérieux cette image. Donc on est obligé de prendre nous au sérieux aussi. Voilà. Donc, pourtant l'esprit frappeur, ça n'avait pas non plus un financement extrêmement... C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, pas de détail. Ah ouais, pour ceux qui savent, l'esprit frappeur est financé par le porno, donc par le magazine porno, et par le Minitel Rose. Voilà, c'est leur moment. Donc, on va pas les... Oui, mais on est d'accord, mais c'est pas une raison pour qu'ils aient... Non, mais c'était pas génial. On est d'accord, c'était pas génial. Mais et le patron, je sais pas si tu le connais. C'est rigolo. Ouais, c'est un rigolo. Voilà. Bon. Donc bref, effectivement, Cassen choisit comme premier éditeur effectivement une maison d'édition qui est financée par le Minitel Rose et des magazines porno. Bon, ok. Mais c'est pas grave, de toute façon, on a enlevé cette épine dans le pied. Fayard attaque et gagne le procès. Donc il faut qu'il rompe le contrat et avec une honnêteté absolument irréprochable, il signe immédiatement avec le groupe qui vient de couler la maison d'édition dont il est parti. D'accord ? Mais peu importe, l'idée c'est pas ça, c'est qu'il était chez un petit, il va chez un gros. Gros qui le prend, pourquoi ? Parce qu'en fait ça marche. Sauf que ça marche un temps. C'est-à-dire au bout d'un moment, en fait, ça commence à dégonfler, Attaque, je veux dire, ça se dégonfle, peut-être ça se vend de moins en moins, et quand ça se vend moins, eh ben, à ce moment-là, ben, ils se font virer. Et où ils vont ? Ben, ils revendent chez un petit, en l'occurrence chez Sileps, qui les reprend, enfin qui les prend, pardon. Sauf que le bénéfice de tout ça, c'est quoi ? Il faut voir en termes de peu importe les idées, peu importe que eux veuillent diffuser les idées en grand nombre. Qu'est-ce qui est le plus important ? D'avoir, pendant que la petite collection d'Attaque se vendait en grand nombre, augmenter le chiffre d'affaires du groupe Fayard Hachette, ou plutôt que s'ils étaient restés chez un petit éditeur, augmenter le chiffre d'affaires de ce petit éditeur. Non, les petits éditeurs militants ne sont là que pour recevoir les collections au moment où les groupes, qui sont supposés être des groupes militants, vendent peu. Donc, l'effet, c'est qu'il n'y aura jamais de structures qui sont des structures organisées autrement que les grands groupes, qui pourront atteindre les tailles minimales pour répondre aux ambitions qui sont des ambitions de grande diffusion. Et qui aussi ne pourront jamais proposer de manière efficace des modalités d'organisation qui sont alternatives aux modalités d'organisation des grands groupes dont on loue l'efficacité. Voilà, ça c'est ça. Je trouve que c'est tout à fait logique, puisqu'à partir du moment où on devient un grand groupe, c'est qu'on a adhéré à la logique commerciale donc et de l'expansion capitaliste. Donc je ne vois pas comment on peut ne pas entrer dans cette contradiction sans rester un petit groupe. Enfin, je trouve ça tout à fait logique, je ne vois pas. J'ai la peine à comprendre ce que vous voulez nous démontrer par là. Alors peut-être que je me suis mal expliqué, mais vous avez un petit éditeur qui diffuse la collection d'un groupe qui est supposé être un groupe qui lutte contre l'organisation, contre les multinationales. Ça, on est d'accord, au moins. Ne les appelons pas anticapitalistes, appelons Attaque un groupe qui lutte contre les multinationales. On est d'accord là-dessus ? Ce groupe-là publie une petite collection, ses livres anti-multinationales dans une petite collection chez un petit éditeur. Mais s'il arrive à devenir une grosse collection et tout, et ça veut dire qu'il est entré dans cette logique d'expansion capitaliste. Non, vous avez de la marge, vous avez une marge colossale. C'est ça, donc, il faut maintenant remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que entre la meilleure collection de petits livres chez un petit éditeur et même une mauvaise collection de petits livres chez un grand éditeur, c'est même pas le même registre. C'est pas les mêmes chiffres d'affaires, c'est pas les mêmes tirages, c'est pas le même fonctionnement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire on va parler des chiffres.
la maison d'édition dans laquelle je travaille a 3 ou 4 best-sellers qui fonctionnent pas trop mal, qui ont des chiffres tout à fait honorables. Il y a des collègues avec qui on travaille qui en ont des comparables. Ce que j'appelle honorable, voire comparable, voire intéressant, c'est de 50 000 à 250 000 ventes de certains titres. D'accord ? Mais on en vend un de temps en temps, si vous voulez, comme ça. Le fait qu'on ait réussi à vendre en grand nombre de temps en temps un titre, ça ne modifie rien en amont. Ça nous rend juste plus stable. Et ça montre aussi qu'on peut diffuser un grand nombre des textes. Mais on ne peut pas transformer, en l'occurrence une maison d'édition comme Agon, pour la transformer en un grand groupe capitalistique de la taille d'Hachette, il faut juste 1,5 siècle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous pointez tout de suite chez ce grand groupe, vous pointez chez l'acteur principal contre lequel vos bouquins sont supposés œuvrer. C'est-à-dire que la caricature, c'est qu'ils ont fait un livre sur les multinationales, notamment des groupes de presse. Évidemment, dedans, il n'y a rien sur Hachette. C'est celui qui les édite. Ouais, c'est ce genre de contradiction que j'essaie de montrer. Ouais. Je suis plus clair? Mais elle me paraissait évidente, c'est juste ça qui me surprend. Si elles étaient si évidentes, que sont-ils allés faire? C'est ce que je disais tout à l'heure, je me moquais des auteurs du diplôme, dire si c'était si évident, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? S'il était si évident qu'il était contradictoire Non, mais il est contradictoire, mais il n'y a pas d'autre choix. S'ils veulent diffuser le message à large échelle, c'est ça. Bon, je viens de vous dire que des petites maisons d'édition comme les nôtres diffusent parfois, parce que, faut savoir, c'est pas 50 000 les bouquins publiés, c'est quelques milliers. Et quelques milliers, on fait ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'est absolument... Alors, je n'ai pas développé, je n'ai pas expliqué ça. Alors, je reviens en arrière, une seconde. Il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre. La première, c'est que la vente moyenne par titre des grands groupes est largement supérieure à la vente moyenne par titre des petites maisons d'édition. Je dis bien la vente moyenne par titre. Ou plutôt, ce qu'on appelle la médiane, ce qui n'est pas exactement la moyenne. D'accord ? Bon. Ça, c'est vrai, c'est imparable. Mais on va commencer par dire quel est le prix de ça. Je vais essayer de ne pas me perdre. Vous me rappellerez la comparaison après. Donc le prix de ça, c'est quoi? C'est que pour vendre un grand nombre, il n'y a qu'une seule méthode. Il faut imprimer un grand nombre. D'accord? Être capable de savoir qu'en imprimant un grand nombre, on va mettre en place dans beaucoup d'endroits un grand nombre de même livre. Donc on prend le risque qu'il revienne un grand nombre. Donc qu'il soit détruit en grand nombre. D'accord? Donc ça veut dire que déjà, ça impose une organisation on va dire financière qui est déjà d'un ordre particulier. D'accord? Pour aller vite, il faut avoir un groupe derrière pour pouvoir se payer ce genre de luxe. Il faut savoir que les bouquins de BHL, dont on parle beaucoup, qui sont vendus parfois à quelques milliers d'exemplaires, rarement à plus en vérité, en revanche sont mis en place à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires, certains. Et quand ça fait un flop, ça veut dire qu'ils détruisent des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, non mais c'est ça, vendre en grand nombre, c'est ça la réalité. Et si vous dépassez le stade de la librairie, ça c'est une petite librairie militante, d'accord? Mais en fait, dans le fonctionnement de base, il n'y a pas de différence avec Payot, hein, d'accord? Ça reste des librairies traditionnelles, en quelque sorte. Quand on passe en supermarché, tout doit être livré par palette. Et forcément, quand ça ne marche pas, tout est retourné par palette. Parce que le principe du flux tendu n'est pas applicable. Il est applicable, mais il est à la grande taille. Bien sûr qu'il est applicable à la grande taille. Oui, mais vous avez raison. Mais si vous voulez arroser 50 supermarchés, vous êtes en flux tendu, mais il faut les arroser, les 50 supermarchés. Il faut une palette par supermarché. Donc oui, c'est du flux tendu. Et donc derrière, effectivement, quand ils suivent, ils reçoivent un flux tendu. Ils envoient la palette qui suit aussi. Et je vous donne une idée d'une image, mais qui est intéressante, surtout pour ceux qui connaissent bien le champ éditorial. Gallimard, qui est l'emblème de la maison d'édition indépendante, de qualité, qui fait les choses lentement. Harry Potter, quand c'est sorti, ça sortait Harry Potter, les plus gros tirages ont mobilisé 3 imprimeries. C'est-à-dire qu'il leur a fallu 3 imprimeries pour fabriquer les exemplaires nécessaires pour les mises en place d'Harry Potter. Et c'est pas 3 petites imprimeries, c'est 3 grosses imprimeries. Vous imaginez le nombre d'exemplaires? Et tout ça pour que ça arrive le même jour dans les supermarchés. Supermarchés qui, au moment de l'ouverture, ouvrent la porte et des gamins, comme des hordes, se jettent. Ils se jettent quoi? Sur des palettes pleines de livres qui dégueulent par terre. On m'a décrit la scène, je n'ai jamais vue. Donc en fait, à la fin de la matinée, du jour où Harry Potter sort,
où Harry Potter sort, vous avez des piles d'ouvrages qui dégueulent dans les couloirs, si vous voulez, et dont les gamins en ont pris une partie. Donc, qu'est-ce que ça devient après des piles de bouquins qui dégueulent? Ils sont pilonnés. Donc détruits, pardon. C'est détruit. Voilà, donc j'essaie de revenir en arrière. Donc, c'est une autre logique. C'est une logique qui... Et en plus, évidemment, on pourra en parler, mais ça va nous entraîner trop loin. C'est aussi fondé sur un accord avec la presse, avec un type de presse, avec des médias, etc. Un accord c'est une mécanique et une mécanique globale qui met aussi en œuvre de la publicité. C'est-à-dire qu'on pourrait même, je ne vais pas parler, mais j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer dans cette librairie que la publicité n'est pas forcément un acteur économique souhaitable. D'accord, mais en revanche, ça fonctionne. C'est-à-dire que Actes Sud qui est devenu un des plus gros acheteurs publicitaires dans le domaine du livre, par exemple. Le petit éditeur en région, je passais l'après-midi à me moquer des discours inlassables du Bernissen, de la bergerie couverte de l'eau dans laquelle est né Actes Sud, devant les chênes, les platanes multicentenaires et les oliviers, toute cette espèce de Bataclan est complètement contradictoire avec la stratégie de communication qui est une vraie. En même temps, vous le voyez, ne dites pas que vous n'avez pas vu les pubs d'Actes Sud, c'est impossible, même ici, je suis sûr. Le Millennium, par exemple, a inondé. Mais Millennium, c'est des centaines et des milliers d'exemplaires qui ont été détruits pour que ça fonctionne comme ça. Voilà, donc je reviens en arrière. Le prix à payer de la grande diffusion, si c'est celui-là, ça veut dire que vous nourrissez la pub, vous nourrissez le système des supermarchés, vous nourrissez la fabrication et la destruction de livres en masse. Est-ce que vous êtes en accord avec l'organisation de monde dans lequel on vit, où c'est pas ce qu'on veut? C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas nourrir une industrie qui fabrique des bouquins en masse, qui vont circuler, qui vont faire rouler les camions, qui vont nourrir les supermarchés, qui vont envoyer les gens vers les supermarchés. D'accord, c'est pas ça qu'on veut. À la limite, le prix à payer, c'est-à-dire il vaut mieux le prix de la lenteur, le prix d'une mode d'organisation qui n'est pas celui de grands groupes capitalistiques où vous avez un patron qui est patron de Matra, qui est patron d'Hachette, qui est patron de Paris Match, qui est patron de Elle, qui est patron de Fayard, qui est patron de Grasset, etc., etc. Parce on aimerait faire la preuve qu'on peut se passer de ces structures-là pour pouvoir diffuser les livres qui sont en cohérence avec le monde, justement, dans lequel ces gens-là ne sont pas partie prenante. Mais si on diffuse des livres, on écrit des livres qui sont en revanche, qui ont besoin pour être diffusés en masse de ces acteurs dont à l'intérieur on explique qu'on n'a pas besoin d'eux, mais on fait la preuve qu'on a besoin d'eux. Ça marche? Ok. Je me suis demandé, quand vous avez face à toutes ces incohérences, est-ce que parfois vous êtes senti vraiment seul et démuni, enfin, quand comme une truc qui doit remonter un courant c'est une question très juste. Alors comment répondre sans avoir l'air héroïque et prétentieux, quoi. C'est toujours difficile, mais la première réponse que je vais vous donner, c'est j'ai pas le choix. Est-ce que vous rappelez peut-être pas, mais la plus belle réponse, à mon avis, de l'histoire de la littérature qui a été donnée par un auteur à la question pourquoi écrivez-vous a été fournie, à mes yeux, par Beckett. Et le journal qui a lancé cette enquête-là, qui a demandé à quelques auteurs, je crois que c'est Libération dans les années... ça doit être assez tôt, puisque je ne me rappelle plus quand Beckett meurt, dans les années 70-80. Ils ont reproduit le facsimilé de la réponse de Beckett, alors que les écrivains se sont fondus de réponses plus ou moins débiles et longues et argumentées. Beckett a écrit « Bon qu'à ça ». Bon qu'à ça. Bon qu'à ça, en fait. Je ne sais pas faire autrement. Je sais faire que ça. Voilà, c'est tout. Donc, toute autre réponse est une réponse qui est incompatible avec ma pratique quotidienne. Donc, la question du c'est audible, c'est pas audible, c'est pas la question. Voilà. Je sais pas faire autrement. Je sais faire que ça. Après, on peut, j'en ai un petit peu répondu cet après-midi. On peut y croire un petit peu plus que ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... à la fois, c'est la fois du charbonnier, quoi, d'accord. Mais
Et d'ailleurs, oui, c'est une manière aussi de répondre à une question qui m'a été posée cet après-midi, c'est si à la maison d'édition d'Agon n'avait pas précédé, est-ce que... Une double question qui m'a été posée. La première, c'était est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu écrire ce livre? Et est-ce que s'il n'y avait pas la maison d'édition qui était derrière, j'aurais pu l'écrire? Non. Non. Alors, et c'est pas prétentieux de dire personne d'autre aurait pu l'écrire. C'est l'ensemble des caractéristiques sociologiques, des définitions de position et de disposition à partir duquel le livre a été écrit sont relativement inédites. C'est pas inédit, il y en a d'autres, mais sont relativement rares. Notamment, par exemple, il ne faut pas être à Paris. D'accord? La maison d'édition est installée à Marseille. D'accord? Il ne faut pas être héritier du monde de l'édition. Je veux dire, mes parents n'étaient pas éditeurs, mes grands-parents n'étaient pas éditeurs. Il ne faut pas avoir travaillé dans ces grands groupes. J'ai jamais travaillé à l'édition, j'ai juste passé quelques longues années à faire des études, c'est tout ce que j'ai fait, quoi. Et donc ça veut dire que il faut avoir une vraie distance, il faut être à côté. D'accord? Et ensuite, il faut avoir fait tous ces livres qu'on a fait. Tous ces livres qui ont construit effectivement à la fois une position et un type d'analyse, et faire la preuve, et qui là effectivement est prétentieuse, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on en parlait cet après-midi, les éditions Agon, les toutes petites éditions Agon installées à Marseille et qui ont 12 ans d'âge en matière de livres et 22 ans en matière d'édition complète, c'est-à-dire depuis que la revue qui est à l'origine de la maison d'édition est née, je veux dire, ont des chiffres d'affaires qui sont équivalents à leurs principaux concurrents. Toutes choses étant égales par ailleurs. Je finis juste, Michel. D'accord, ça c'est important de le dire. Donc ça veut dire que ça marche. On peut avoir aucun attaché de presse, aucune publicité, on va dire, mépriser complètement l'intégrité. Il est plus facile de travailler au Courrier, d'avoir un bouquin d'Agon, que de travailler au Monde. Hein. C'est pas une blague. Aujourd'hui, au Monde, c'est impossible d'avoir un bouquin d'Agon. De toute façon, on ne la voit pas. C'est réglé maintenant. Le Monde est blacklisté définitivement. De toute façon, c'est réglé. D'accord. Libération aussi. Hein. L'Obs aussi. Le Figaro aussi. Le magazine littéraire aussi. Lire aussi, absolument. Livre hebdo aussi, etc. D'accord? Donc, voilà. Donc, à vous. Bon, moi, ce que j'entends finalement, c'est un livre qui est un appel à la vigilance, puis moi je l'ai pas lu, et qui met le doigt sur toutes sortes de contradictions, voire de modalités schizophréniques chez toutes sortes d'agents du milieu. Mais la question que je me pose, c'est elle est où la limite finalement? C'est où la frontière? Entre par exemple Fayard, on pourrait dire, si on relativise un peu, qui est peut-être une maison honorable, qui fait venir dans son giron des gens en bonne intelligence et puis qui essayent de prendre le contre-pied du système. On est un peu obligé de composer avec, vu que leur manière de faire est capitaliste. Mais finalement, dans tout ce monde de putes, quand est-ce qu'on devient pute soi-même? Chez Agon, vous n'êtes pas pute aussi? De temps en temps, il n'y a pas une tentation? Vous n'êtes pas jaloux de Gallimard qui fait tourner 3 imprimeries pour... Enfin, elle est où la limite entre des comportements qu'on pourrait dire moraux responsables, philosophiquement justes, et puis une espèce de corruption? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont honorables aussi, qui travaillent dans ces grands groupes, et puis qui s'en accommodent, non? Mal. Plusieurs questions. Donc la première, c'est est-ce qu'on est jaloux de pas pouvoir avoir la puissance de mobiliser 3 imprimeurs pour imprimer nos livres? La seule manière de répondre à cette question, c'est ce qu'il faudrait être pour pouvoir mobiliser 3 imprimeurs, ce qu'il aurait fallu avoir fait pour mobiliser 3 imprimeurs, et qui il faudrait être pour mobiliser 3 imprimeurs, est une chose qui ne me rend absolument pas jaloux. Que les choses soient claires, c'est qu'il faut avoir atteint un niveau de compromission, un niveau d'avilissement. D'accord? Il y a Vaillargeon qui écrit un truc formidable, puis tout le monde le veut, comme le petit SL, là, engagez-vous. Vous n'allez pas dire on arrête, là, on ne fait pas tourner les... Est-ce que c'est pas le rêve d'un éditeur finalement, si
Si on pousse un peu la logique. C'est les règles de couper ici ou pas? Juste pour savoir. C'est les règles de couper ici ou est-ce qu'on est poli? En général, on laisse les gens finir la phrase. Juste pour savoir. Quel niveau de politesse il faut que j'atteigne là? Non, mais c'est toi qui m'en note, donc je te demande si c'est les règles ici de couper. Pas spécialement. Okay. Donc, vous voulez une réponse à la question ou vous avez déjà la réponse? Parce que les gens qui posent une question et qui coupent celui qui répond, qui répond à lui imposant sa propre réponse, il n'a pas besoin d'avoir ma réponse. Vous connaissez déjà la réponse? Donc, ne m'épuisez pas à répondre à une question dont vous connaissez déjà la réponse. On est OK? OK. Donc, oui, tout de suite après. Si jamais j'arrive à répondre à une question, de toute façon, il se fiche complètement puisqu'il a déjà les réponses. Donc, c'est toujours très intéressant quand on a parlé pendant peut-être une petite heure, d'accord, et qu'on a l'impression qu'on nous pose une question de quelqu'un qui n'a absolument rien compris, rien écouté, rien entendu à ce qu'on a dit. C'est toujours assez intéressant quand même. C'est toujours un moment où ça relativise considérablement l'efficacité de ce qu'on a dit. C'est toujours très intéressant. En fait, je pense que pendant une heure, j'ai essayé de vous expliquer, d'accord, pourquoi le fait qu'un propos pouvait être éventuellement intéressant n'avait aucune espèce d'importance en termes d'efficacité, je dis bien en termes d'efficacité, de concrétisation dans les structures économiques et sociales, c'est-à-dire de fabrication, d'amélioration, d'accord, de la place et du rôle des acteurs sociaux contre lesquels on est supposé lutter. D'accord, c'est ça que j'essaie d'expliquer tout le long. Donc, et vous me dites, à la fin d'une heure d'explication de ce thème-là, oui, d'accord, mais ces gens qui ont écrit des choses formidables dans ces groupes, qui sont en fait les groupes contre lesquels... Pourquoi vous les critiquez? Ils ont bien fait. Non. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'il a Baillargeon publie des bouquins formidables que tout le monde s'arrache, donc pourquoi vous lui reprochez de faire ça? J'ai expliqué. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Enfin, je me permets de prendre sa défense parce que je trouve que c'est quand même courageux de vous rentrer dedans un peu comme il fait, mais juste ce qu'il a dit, c'est si Baillargeon publie un texte génial, est-ce que vous n'aurez pas envie de le balancer partout et de faire en sorte que ce texte soit lu partout, quoi. Mais j'ai bien compris, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Non, la question que je posais, c'est elle est où la limite? Mais non, mais attendez une seconde. Enfin, le petit éditeur indépendant est honorable. Mais non, mais attendez une seconde. Quand vous me dites quelle est la frontière entre... une seconde, je vais donner une image. Si vous me demandez quelle est la frontière, d'accord, entre la Norvège et l'Italie, je vais vous dire, il y a un certain nombre de frontières entre la Norvège et l'Italie. On est d'accord là-dessus. Donc, on ne peut pas discuter quelle est la frontière entre, prenons par exemple, Agone et Hachette. Ça n'a pas de sens. C'est la frontière entre le Nord. Il y a beaucoup de frontières. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence que je ne comprends même pas quelle est votre question. Très très sérieusement. C'est-à-dire que, je veux bien développer, mais ça, on va peut-être impossible. Voilà. Mais ce que je veux juste essayer de redire, c'est d'abord le premier éditeur de Baillargeon, c'est moi. Ok ? Que je connais depuis 15 ans. D'accord ? Donc, ce sont en plus, je trouve que ce sont des cas que je connais très bien. Donc, diffuser en grand nombre des bouquins de Normand Baillargeon, on l'a fait. Les bouquins de Normand Baillargeon, on les a vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. Et on continue à les vendre en beaucoup d'exemplaires. La question n'est pas là. La question n'est pas si nous tombons sur un livre extraordinaire, nous aimerons le publier en grand nombre. C'est quel est le prix, c'est pour ça que j'ai l'impression que je l'ai expliqué plusieurs fois, quel est le prix que nous devons payer pour diffuser en grand nombre. Si le prix que nous devons payer, c'est nous associer ou ressembler, ou finalement devenir une multinationale, nous avons perdu la bataille. Je crois que c'est ça que j'essaie d'expliquer depuis le début. C'est que avec d'autres choses, c'est, je sais pas, je vais essayer de le redire autrement. Si le seul moyen que nous avons de transformer ce monde, c'est soit devenir les acteurs contre lesquels nous luttons, soit utiliser les outils que ces acteurs contre lesquels nous luttons ont mis en œuvre et qui sont les outils qui transforment le monde dans un sens qui ne nous convient pas, nous avons perdu la bataille. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre maintenant ou toujours pas? Non, mais moi je comprends très bien. Alors, quels sont vos outils à vous qui sont différents de ceux... Mais peut-être, enfin, moi, sur ce point, je vais peut-être essayer. Là, par exemple, en Suisse, quand un livre arrive ici dans cette librairie, il y a 80% du marché ici.
France. Donc il se passe ça. Il prend un camion, il vient jusqu'à la frontière, avec des droits, et il arrive chez un diffuseur. En diffuseur, il y en a à peu près, disons, 4 grands en Suisse. L'Office du livre à Fribourg, qui est de loin le plus grand, l'essentiel de son chiffre d'affaires se fait sur la logistique, c'est-à-dire que c'est une plateforme dans laquelle les livres sont séparés pour aller chez les divers libraires. Les grosses palettes à la FNAC, les autres chez Payot, et les petits colis arrivent ici. Hein? Oui, les distributeurs se convainquent que c'est voilà. quelque Oui, chose mais qu'on peut alors voilà. alors, facilement. Non, on ne peut pas. Voilà, alors je vais Payot expliquer. est en train de le faire. Non, actuellement. pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne se fait pas. Si on est un petit libraire comme celui-ci, on veut court-circuiter. On envoie sa commande directement, imaginons chez un éditeur, chez Fayard. On dit voilà, j'aimerais recevoir le livre directement, je suis prêt à payer la facture qu'il faudra. On ne le reçoit pas. On nous dit, je le dis parce que j'ai été longtemps libraire, voilà. On nous dit, écoutez, nous avons un diffuseur, c'est beaucoup plus efficace. C'est très très efficace, passez par ce diffuseur. Donc on a une seule source possible. D'accord ? Si on suit. En fait, c'est que votre commande n'est pas assez massive, c'est ça ? Non, il faut voir pourquoi ces grands éditeurs comme Fayard auraient un intérêt à qu'un petit groupe de libraires, y compris avec Payot qui appartient, il faut le savoir quand même, au groupe Hachette, à plus de 50%. Pourquoi un éditeur aussi grand que Fayard aurait intérêt à créer une deuxième structure ? Sa structure, là-bas, l'Office du livre, fonctionne parfaitement. Parfaitement. Et en plus de ça, les libraires n'ont pas à s'en plaindre. Ça fonctionne extrêmement bien. Sinon qu'ils payent le prix qui est fixé par les Absolument. distributeurs auxquels ils... D'accord. Après, on peut changer de Non, niveau. c'est important, je veux dire, en Suisse en particulier, au Suisse romand. D'accord, mais il faut savoir que le jour où ces diffuseurs n'existent plus, où on recommence à commander directement chez des éditeurs, les grands groupes auront toujours le même pouvoir. Vous êtes un petit, ils vous mettent vos livres dans un petit colis, le livre arrive à la frontière, il faut payer des droits, il arrive chez vous. Que vont faire ces grands groupes ? Ils n'ont plus aucun intérêt à servir des petites librairies. Ils vont servir directement, ils vont vous envoyer le colis directement chez vous, ce que fait Amazon. Il n'y aura plus de librairie, mais voyez bien, je m'égare un tout petit peu parce que voyez bien ce que vous faites ici qui est différent de, par exemple, être dans une très grande librairie. Ici, il y a un choix qui est fait. C'est-à-dire chacun des livres qui est ici, quelqu'un l'a choisi. Le libraire qui est ici l'a choisi. À la FNAC, à peu près personne n'a choisi les livres qui y sont. Non, c'est pas qu'ils ne savent pas lire, c'est que ça se passe comme ça. On a une grande liste. Et puis on présente ça, enfin, pardon. Ouais, tu peux. Oui. On a une longue liste quand on est représentant, par exemple. Et puis ils mettent. Vous croyez que c'est bien ? Vous me dites lequel je prends à 300 exemplaires. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas du tout la même chose que de venir ici. Il faut défendre chacun des livres. Et donc. Ce que dit depuis un long moment Thierry, c'est qu'un petit groupe, il faut qu'il trouve des petites structures pour aller vers les libraires, qui fonctionnent à peu près aussi bien que des très grands groupes. Mais ça demande, et je crois que toute la différence elle est là, ça demande du travail, qui n'est pas payé. Alors que tous les autres sont payés pour la différence de leur travail. Mais dans la mesure où vous parlez de l'obligation pour un libraire suisse de passer par un distributeur, il faut peut-être préciser que, représentant l'édition française, il y a, je crois, 2 distributeurs qui, à eux seuls, maîtrisent les 80 ou pardon, du 100% du marché. Comment est-ce qu'un libraire suisse qui s'adresse à un distributeur français qui lui impose les prix en plus c'est lui qui détermine si l'euro est équivalent au franc suisse ou presque, mais qu'en plus il faudrait quand même rajouter 40 ou 50%. De toute façon, on va faire ces calculs quand on change. Quel est le choix d'un libraire suisse? Il n'y en a aucun. Hormis Balol qui dit peut-être on envisage de s'adresser directement aux éditeurs ou aux distributeurs français. Mais qui est en mesure de faire ça en Suisse, hormis Bayeux? Et peut-être la FNAC, il n'a pas forcément intérêt à le faire. J'imagine mal. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'en définitive, le prix des livres en Suisse, qui est
infiniment trop élevé par rapport à ce qu'on les paye en France, n'est pas fixé par les libraires suisses, mais par les distributeurs. Ça, je sais. Mais croyez-vous, ce que moi je dis, c'est que croyez-vous qu'en créant une plateforme à la frontière, le prix des livres sera différent? Je ne suis pas persuadé, à la mesure où les éditeurs français non, mais poseront leurs conditions. Absolument, d'une. Et ce sont des grands groupes, ce sont les seuls qui peuvent mettre en forme ces structures-là. Et je vous dis encore une fois, Payot peut dire ce qu'il veut, lui, ce sera possible parce que il appartient en partie à un de ces grands groupes. Alors, à la rigueur, il pourrait être d'accord. Donc, cette partie, il pourra s'en sortir plus aisément que Basta, par exemple. Oui. Si je peux me permettre. Oui, un petit point qui est juste. Je vais essayer de repréciser un point. J'ai vu tous les dire. C'est tout ce qu'on raconte sur le livre, et c'est moi, tout ce qu'on raconte sur le livre, parce qu'on est dans une librairie et parce que ce livre-là, à la limite, on pourrait presque le remplacer par à peu près la plus grande partie des secteurs d'activité. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le livre parce que je connais, c'est tout quoi. Mais on pourrait remplacer par toutes les productions qui ne demandent pas un niveau d'organisation industrielle, réellement. En fait, c'est un choix de mode d'organisation sociale qui est contre un autre choix de mode d'organisation sociale. Le choix qu'on défend, c'est des petites structures, des structures à taille humaine, dans lesquelles il n'y a pas des grands groupes, des grands groupes, il n'y a pas des chiffres d'affaires colossaux, il n'y a pas des modalités d'organisation qui sont mises en œuvre avec des hiérarchies de salaire colossaux, avec des participations au monde. Voilà, c'est deux modalités pour aussi répondre sur quelle est la vraie différence. Et ce que je crois, que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'il n'est pas nécessaire de s'organiser à la taille où s'organisent les grands groupes pour avoir des effets d'efficacité en termes de diffusion qui sont comparables quand le livre le mérite. Voilà, mes trois questions, c'est monsieur. Ce que vous dites en fait, c'est que vous parlez là d'une organisation dans laquelle les choix définis ne sont pas exclusivement mercantiles. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Ce qui d'ailleurs, et il faut rendre raison aussi à la plus grande partie de ces maisons d'édition, la difficulté quand on critique une grande maison d'édition, c'est qu'évidemment on critique son organisation et son patron. Mais en fait, je veux dire, à l'intérieur, il y a des tas de gens il y a des auteurs qui sont extraordinaires et des éditeurs qui ont des compétences extraordinaires. C'est pas la question. Il y a des très bons libraires, j'imagine, chez Payot. C'est pas la question. La question, c'est pas comme ça qu'il faut la poser. Il faut la poser sur le type d'acteur que ça produit, le type d'acteur. Il faut le voir à ce niveau-là. Du seul fait du niveau d'organisation, du seul fait des pratiques, du seul fait des modalités, du seul fait du rapport, excusez-moi de ces mots vulgaires, du rapport capital-travail. Voilà, c'est uniquement ça. Tous les deux. Moi, c'est une question, je ne connais pas, je connais rien du tout au métier d'éditeur, mais par contre, grâce à votre travail, j'ai découvert Noam Chomsky. C'était une belle rencontre, dont je suis très content. Et la question, c'est comment vous faites au fond pour trouver les perles que vous choisissez de diffuser? Est-ce que vous enquêtez comment ça se fait là votre travail? Peut-être plus stimulant, comment vous l'organisez en fonction de quels critères? Bon, ça c'est la partie noble, bien sûr. Mais malheureusement, c'est pas la partie, comme dans la plus grande partie des métiers, c'est pas ce qu'on fait, quoi. C'est rare, quoi. Alors, on va faire œuvre d'humilité, c'est très important dans ce genre de cas. En général, les auteurs, surtout les grands auteurs qu'on prend, sont des auteurs que personne ne veut. Que les choses soient claires, d'accord. C'est voilà, Karl Kraus, si vous citez, voilà, ce genre d'auteur. C'est réputé intraduisible, personne ne peut imaginer faire de l'argent avec, donc personne ne le veut, donc c'est pour nous. Ok, voilà. Chomsky, quand on a commencé à le publier, personne n'en voulait. D'accord. Et puis un jour, il a publié, en fait c'est intéressant, hein, un jour il a publié un bouquin aux États-Unis, quelques semaines après le 11 septembre, mais ça aussi, encore une fois de plus, je vais revenir à la même question, parce qu'elle est intéressante. Après le 11 septembre, il publie un bouquin qui s'appelle 9/11, d'accord, donc aujourd'hui on a republié sous le titre. Tiens, c'est intéressant, on vient de republier sous le titre Autopsie du terrorisme, d'accord, Noam Chomsky. En fait, c'est un bouquin publié en octobre-novembre 2011, donc très très vite après, peut-être novembre-décembre 2011, très très vite après le 11 septembre, d'accord, publié par un
petit éditeur américain, mais qui a une politique extrêmement mercantile, très agressive, qui s'est associé en France à l'occasion, avec un salon, il a fait ça en Allemagne, je crois que c'est à Francfort qu'il a fait ça. Il s'est associé avec un éditeur italien, espagnol, allemand, anglais et peut-être encore une autre langue, et français bien sûr, et ils ont publié tous en même temps ce petit bouquin de Chomsky, donc en fait ils l'ont lancé sur le marché. C'est vraiment exactement comme ça s'est passé. Et en France, ça a été le serpent à plumes, qui était l'autre cas dont je voulais vous parler tout à l'heure, mais une prochaine fois. Mais tout ça, ça a été fait sur des bases qui sont des bases de marketing pur marketing. Le bouquin, et je le sais puisqu'on l'a réédité, donc je l'ai intégralement réécrit, donc je sais très bien comment ça a été fait, c'était ni fait ni à faire, le bouquin est ni fait ni à faire. En fait, c'est Chomsky qui a passé 10 entretiens dans la presse, et évidemment, vous imaginez, en 3 semaines, 10 entretiens, combien de fois il raconte la même chose, quoi. Ça les a pas gênés, là. Bref, le bouquin est vendu, il est pas mal vendu. Premier effet, Chomsky qui était un lépreux juste avant, devient intéressant juste après, et qui c'est qui l'achète? Fayard. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très intéressant ce qu'on appelle un succès, ça peut avoir des effets qui sont des effets calamiteux. Alors évidemment, Fayard au bout d'un moment il n'en vend plus, donc il s'arrête. Donc et là, on a attendu les 6 ans que Fayard se lasse de publier Chomsky pour pouvoir le rééditer. Mais plus personne du coup voulait rééditer. Tout à coup, donc en fait, les éditeurs américains se sont adressés à nous pour nous dire: vous voulez pas republier 9/11? Mais nous, pourquoi nous? En fait, plus personne n'en veut. Donc les raisons pour lesquelles nous on en veut, c'est pas que c'est intéressant, point. C'est pas parce que ça se vend, on s'en fout. Ça se vend ou pas. Toujours pareil. Je reviens aux mêmes logiques, c'est-à-dire que voilà. Oui. Là, vous parlez de choses qui existent déjà. Au fond, Chomsky il existe, Karl Kraul il existe, donc voilà, il n'y a personne qu'on veut au bout des choses, mais est-ce que vous sortez quelqu'un du néant? C'est ça, et comment vous faites pour rencontrer des... J'ai pas ce fantasme de divinité, il faut que je l'avoue, mais oui, ça pourrait, mais j'en ai d'autres, mais celui-là tiré du néant. Il y a des gens qui nous envoient des manuscrits. Oui, c'est le grand fantasme, mais il faut bien avouer que ça marche pas, quoi. C'est terrible à dire, mais les manuscrits qu'on reçoit par la poste, c'est une punition, quoi. C'est vraiment une punition. C'est terrible à dire, je sais, mais c'est une punition à laquelle on se soumet, qu'on accepte, qu'on essaie de réguler. Et les tas de gens, il y en a qui sont adorables, il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui sont bienveillants, de tout, il y en a qui sont affreux, il y a des dingues, il y a de tout. Mais je vais vous donner un exemple de traitement d'une pile de manuscrits, comme ça, ça va vous déciler à jamais, d'accord. On avait vous savez, je ne sais pas si ça existe ici, mais on a tous les ans, on a une demande de stage d'un gamin qui a 15 ans, qui est à l'école, qui a 15 ans en général, 14-15 ans, et qui fait un stage d'une semaine. Stage en entreprise, d'accord. Donc, et un jour, on finit par accepter un. Alors, ça n'a évidemment aucun sens, mais donc je vous fais pas la version longue, mais elle est assez marrante. Ce gamin qui arrive, très recommandé, c'est le fils d'une chargée de mission pour le livre à la lecture. Donc grosso modo, on peut pas dire non. Donc oui, monsieur, on va prendre votre gamin de 15 ans pour aller faire un stage dans la maison d'édition. En fait, ça se passe super bien. Le gamin il est super, il est malin et tout, même très fort. Mais bon, il faut faire un truc, puis un deuxième truc, puis il arrive le mercredi, il reste jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout à coup, un copain a une idée géniale: les manuscrits. Donc il dit: tu vois la pile là-bas? Pardon, tu vois les 3 piles là-bas? 3 piles là-bas. Donc ça c'est quand on est un peu en retard, voilà, on a perdu un mois de retard, voilà. Voilà. Donc on lui dit: tu fais 3 piles. Première pile, débile. Deuxième pile, sans intérêt. Troisième pile, à relire. D'accord? Et en fait, à la taille des piles respectives, je savais si il avait juste ou pas. Donc, débile, sans intérêt, à relire. 15 ans. Donc un gamin de 15 ans peut trier des manuscrits. Alors, on a jeté un coup d'œil, c'est pas la question, mais il ne s'est pas trompé, hein. Le gamin ne s'est pas trompé. C'est très très facile. En fait, c'est presque un service public, le service des manuscrits. On est presque un service public de défoulement de la graphomanie des populations, de la langue à laquelle on appartient. Voilà. C'est comment alors quelqu'un qui veut se faire publier?
il reste ça là. Il faut quand même bien que les gens vous envoient les manuscrits. Vous imaginez, il faut répondre, il faudrait rien que les prendre, les ouvrir et répondre, mais c'est fini, quoi, puis on n'a jamais de temps. Mais on le fait, comme je vous l'ai dit, on ne jette rien. Hein. On jette rien. Il y a la pile, elle est devant mon bureau, la pile, donc je la connais. Donc avec nous, on fait ça maintenant, il y a des noms, voilà, ça c'est pour un tel, c'est pour un tel, et donc on arrive devant notre pile. Des fois, on n'a rien à faire, on a la pile, il y a mon nom, il est écrit Thierry, donc je le prends et je regarde ce que c'est, et puis en général c'est non, quoi. Ça arrive que ce soit où c'est arrivé, on en a publié un qui est arrivé par la poste, c'est arrivé, un, ça s'appelle Carnet d'un intérimaire, voilà, c'est un intérimaire qui a écrit c'est moi, c'est 4 ans de travail, très très lourd, mais c'est arrivé. Après, on en a raté 2 ou 3, voilà, qui le temps qu'on les prenne sont pas arrivés ailleurs. Non, ça va, ça marche pas si mal que ça. Le problème c'est le coût. C'est-à-dire qu'il arrive un flux abominable, et au milieu de ce truc, il y a des trucs bien, voilà. Et autre chose aussi, je vais encore dire des choses désagréables, mais je suis désolé, mais la plupart du temps, quand même, l'image vous sortez quelqu'un du néant, d'accord, c'est quand même plutôt de la littérature, d'accord. Il faut avouer, quand c'est un auteur de sociologie, d'histoire, de sciences humaines, c'est tellement structuré, en général il sait à qui il faut s'adresser, vous voyez ce que je veux dire, c'est structuré, quoi. Il connaît quelqu'un qui a passé un coup de fil qui m'a dit je t'envoie machin, quoi, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc la plupart du temps c'est quand même des romans. Et donc ça augmente considérablement le gâchis, quoi. Là, le gâchis est colossal, quoi. Monsieur colossal. Donc, voilà. Ok. Monsieur. Oui, j'ai essayé d'écouter attentivement. Il y a quand même 2 choses que je n'ai pas comprises dans votre propos. D'une part, je n'ai pas compris le titre de votre livre. Je vois bien en quoi il peut y avoir une trahison des auteurs qui trahissent leurs idéaux. Je ne vois pas où il y a une trahison des grands éditeurs. Il y a des mensonges des grands éditeurs. Mais je ne vois pas en quoi on va reprocher à des entreprises capitalistes de grande taille de ne pas tenir leurs promesses. C'est comme si on faisait le reproche de la trahison des politiciens. La deuxième question, je ne vois pas en quoi c'est nouveau et lié à la concentration capitaliste actuelle. Ma longue mémoire me rappelle quand même que dans les années qui ont suivi 68, tous les grands éditeurs français se sont mis à publier des auteurs gauchistes ou gauchistes. Donc, des classiques de l'autogestion anciens, des textes nouveaux, et ça a duré à peu près une dizaine d'années. Ensuite est arrivée la grande vague de décervelage néolibéral, et ces publications ont disparu. Elles réapparaissent maintenant. Je ne suis pas sûr que la concentration capitaliste soit le facteur explicatif de ces phénomènes. Bien sûr, si j'ai laissé entendre que la concentration capitaliste était le responsable de la nouvelle diffusion de textes contestataires, je n'ai jamais dit, enfin, je ne l'ai jamais pensé et je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, évidemment, d'accord, mais alors, première chose, c'est pas parce qu'une chose a eu lieu et qui était nuisible il y a 30 ans, et le fait qu'on assiste à son renouvellement aujourd'hui, qu'il ne faut pas, à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une longue mémoire, le rappeler. Donc, ce bouquin s'y applique. D'accord ? Mais vous avez parfaitement raison, à part ça, c'est exactement le même phénomène. Avec des particularités. D'accord ? Avec des particularités. Mais question, à mon avis, effectivement très intéressante. Pourquoi est-ce que les éditeurs trahissent ? Alors, je veux bien insister parce que je vais essayer d'insister là-dessus. Alors déjà, le titre, si vous avez une grande mémoire, a une histoire. D'accord ? C'est évidemment la trahison des clercs. D'accord ? C'est un grand classique de Julien Benda de 1927 qui est, voilà, on prend un titre, un bon titre, c'est un poncif, d'accord ? Un poncif qu'on revéhicule, voilà. Donc bref. Ensuite, pourquoi c'est une trahison ? J'y tiens au mot. C'est une trahison parce que je suis intimement persuadé, je ne suis pas allé très loin dans la démonstration de ce fait-là, mais je suis intimement persuadé. Quand je commence à lire le propos du Courrier et de la Fureur de lire, vous vous rappelez la première citation que j'ai lue ? Je n'ai pas lu beaucoup. Donc, ils ont bien une image de ce pourquoi est fait le livre. Imaginaire, transformer le monde. Vous vous rappelez tout ce propos-là ? Donc, ça veut dire que ils ont cette croyance-là. Les grands, puisque c'est Fayard et compagnie, le Courrier qui relaie ça, une partie de la ville. Donc, en fait, c'est une croyance partagée. Je pense que cette croyance, elle est partagée. Elle est partagée par tout le monde, y compris par les
grands patrons qui ne sont absolument pas naïfs. Mais elle est partagée aussi par leurs employés. Employés, comme je racontais cet après-midi aux étudiants, qui sont, comme tous les employés du monde de la culture, particulièrement préparés à mener une vie d'auto-exploitation. Mais cette auto-exploitation, elle est aussi fondée sur l'idée qu'il y a une partie de la rétribution qui est une rétribution symbolique quand on fait ces métiers-là. Le métier de libraire en fait partie, évidemment, bibliothécaire, éditeur, etc. Mais cette croyance, elle est vraiment partagée. Sans ça, ça ne marcherait pas. Sans ça, il faut, d'ailleurs, le prix unique du livre est aussi un résultat de cette croyance commune que ça n'est pas un bien de consommation culturelle comme les autres. On doit le légiférer, on doit l'arrêter, on ne doit pas le soumettre à cette concurrence aveugle, d'accord? Alors même qu'on pourrait dire, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas un prix unique pour tout. Pourquoi seulement pour le livre? D'accord? Donc c'est bien qu'il y a une croyance qui est partagée. C'est celle-là que les éditeurs trahissent. Même s'ils ne l'ont pas, même si les grands cultivés, les héritiers, fils d'éditeurs, éditeurs ou fils de grands patrons, ils l'ont pas. Mais ils la trahissent à nos yeux. Parce qu'en fait, ils la font marcher pour que nous, on marche à leur truc. Et en premier leurs employés. Ça vous semble correct comme réponse? Une seconde, il y a monsieur juste avant vous là-bas. Comme on est dans une librairie, quand on parlait de librairie tout à l'heure, je voulais vous demander, en tant qu'éditeur, quelle pratique vous avez par rapport au choix des librairies qui vendent vos livres. Pour me faire comprendre, j'avais entendu Eric Azan, des éditions de la Fabrique, qui était venu faire une conférence dans la ville où j'habite, et qui disait, ah ben nous, ma foi, nos principaux clients c'est la Fnac et Amazon, autant dire qu'ils ne partagent pas vraiment nos points de vue politiques, mais ma foi, l'essentiel c'est que ça diffuse. Bon, position que je trouvais un peu discutable. Même si dans le fond, bon, est-ce que c'est la vôtre aussi? Je pense pas. Enfin, est-ce que vous travaillez avec Amazon par exemple? Alors, il y a 2 points, c'est 2 points. Donc, alors, Eric Azan, que je connais très bien, très bien, d'accord, qui est une figure aussi irrésistible que très compliquée. D'accord, très compliqué, c'est-à-dire que je suis obligé de dire que chaque fois qu'on me rapporte les propos d'Eric Azan dans des conférences, je me dis pourquoi c'est pas le même que quand il est assis avec moi dans la librairie, quoi. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il adore me faire plaisir parce qu'il m'aime beaucoup, comme je l'aime beaucoup aussi. On a tellement d'affection que quand il était avec moi, il raconte pas des conneries pareilles. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc non, on fait pas ça. Donc notre logique, elle est justement une logique qui d'ailleurs va remettre à jour l'espèce de propos que j'essaie de défendre, d'accord. Petite structure, ajustement de ce partenariat, d'accord. On va appeler comme ça. D'ailleurs, on est aussi, c'est pas négligeable, on n'est pas diffusé par un grand groupe. Ici, on est chez Zoé, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'équilibre idéal entre qualité et taille, d'accord. En France, on est aux Belles Lettres, qui est aussi l'équilibre idéal entre qualité et taille. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec Zoé et son propriétaire. Hein. Je ne suis pas allé fouiller dans le détail, hein, d'accord. Et dans les Belles Lettres, surtout, je ne vais pas du tout fouiller dans le détail parce que je sais ce qu'il y a, d'accord. Donc, je n'y vais pas du tout. Mais je parle en termes d'acteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on négocie ce qui est possible. C'est-à-dire que par exemple, le nombre de choix qu'on a est extrêmement limité. C'est-à-dire que on fait ce qu'on peut avec cela. On fait ce qu'on peut avec l'offre qui est là, d'accord. Donc entre guillemets, on prend. Bon bref, je vais arrêter avec ça. Donc pour répondre directement à votre question, la politique est très simple. C'est une indexation non pas au chiffre d'affaires, mais au souci thématique de chacun des libraires. Je m'explique, d'accord. Alors, j'ai oublié de dire un truc avant. On ne peut pas refuser de vendre un livre. Ça s'appelle un refus de vente. Donc ça veut dire que si la Fnac nous commande un livre, on est obligé de le livrer. Si Amazon nous commande un livre, on est obligé de le livrer. Après, le différentiel, c'est qu'est-ce que vous faites pour chacun d'eux. Par exemple, Basta m'invite, je prends un train, je fais beaucoup de kilomètres, je viens. On est OK. Il nous demande un auteur, on envoie un auteur. Vous voyez, la Fnac demande la même chose. Non, on ne fait pas. Alors, vous allez me dire, Payot le ferait-il? Oui, pourquoi? Parce que des fois, il y a des choses qui sont compliquées. Par exemple, il se trouve qu'il y a un excellent libraire chez Payot qui s'appelle Xavier Huberson, d'accord, qui est un type, voilà, qui fait un remarquable travail. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que sa direction, je pense, suit pas cette politique-là.
Mais je crois que je ne pourrais pas refuser à Xavier Huberson qui travaille chez Payot d'y aller. Mais voilà. Mais en revanche, après, ça s'ajuste aussi. Alors, je ne sais pas si ça marche en Suisse, mais chez nous, c'est en termes de pourcentage. Un petit libraire qui est l'équivalent en taille d'ici, qui est dans un village au sud du Gers, dans lequel d'ailleurs les rapports de chiffre d'affaires en matière de chiffre d'affaires qui sont faits avec les différents éditeurs sont exactement le type inverse de chiffre d'affaires qui est fait par les grands groupes, c'est-à-dire qu'on c'est à peu près le même qu'ici, c'est-à-dire qu'ici Hachette fait entre 5 et 10% et Agon fait entre 3 et 5% par exemple. D'accord ? Mais dans ces petits libraires c'est pareil. C'est-à-dire il y a des inversions de proportions entre les gros. Mais voilà, lui il a 40%, 42% de remise s'il faut. En revanche, le grand groupe qui va vendre beaucoup chez nous, il a le minimum qu'on peut lui faire. Alors pareil, on négocie. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas les seuls à décider. Notre distributeur intermédiaire, il ne peut pas se permettre au plus gros libraire de France de faire moins de 38 par exemple. La dernière bataille qu'on a menée et qu'on a perdue, c'est on voulait faire Amazon à 25%. Alors après personne ne voulait, on a dit 33, vous voulez bien, mais notre diffuseur nous l'a interdit. Et là, on n'a pas les coups des franches. D'accord ? Voilà. Mais après, je vais revenir sur notre point, qui est important. Il ne s'agit pas de juger et de donner des leçons de comportement. D'accord ? On fait tous autant que nous sommes ce que nous pouvons. Il s'agit juste de ne pas ajouter aux contraintes qui sont les contraintes de compromis et de participation, y compris la justification morale qui accompagne. Je m'explique. Quand vous dites je vends un livre, je diffuse un livre en grand nombre. Et pour ça, je vais faciliter, par exemple, les grands groupes. Vous ne dites pas qu'en même temps, vous ouvrez pour la révolution. Vous dites, je m'ajuste, je fais les compromis nécessaires, qui sont les compromis du monde réel dans lequel je suis, je fais ce que je peux, et effectivement, ça diffuse. Mais en revanche, je sais que c'est un compromis. Je ne dis pas, non, c'est extraordinaire, je suis allé diffuser des livres chez Zone, publiés par La Découverte, chez le patron des patrons français, pour faire la révolution. Non, tu fais du business, point. Et il ne nous explique pas que tu fais autre chose que du business. Voilà, vous voyez ce genre d'ajustement. En fait, il y en avait une là, puis une là. Vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions, du coup ça va raccourcir, c'est pratique. Parfait. Moi je suis assez d'accord avec les chiffres. C'est assez chouette qu'un éditeur, bon, outre le fait qu'un éditeur s'édite lui-même, qui est un peu bizarre, ça peut sembler bizarre. Mais pourquoi ? Bon, je veux dire, quand il y a des critiques par rapport aux gens d'Actes Sud qui amènent leurs mécènes, s'éditer soi-même, ça peut aussi poser question, quoi. Quel rapport ? Disons que c'est un truc qui peut être critiquable quand même. Quel rapport entre un éditeur qui s'édite et un mécène publié dans une maison ? Et je redis une chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'ils s'aillent avec un mécène, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est qu'ils s'affichent en public avec un mécène en expliquant qu'avec ce mécène, ils vont transformer le monde. Je recadre bien les choses, d'accord ? J'interdis à personne de fréquenter les mécènes. Je veux juste qu'on ne me raconte pas qu'on les fréquente pour changer le monde. Moi, par rapport à ça, je comprends tout à fait. Je suis assez content qu'il y ait ce bouquin qui sorte. Ce qui me posait plus question par rapport à votre maison d'édition, et c'est pour ça que je suis venu, parce que je m'intéresse plus à votre maison d'édition qu'aux autres, comme Fayard, qui sont, comme vous l'avez expliqué, personne, tout le monde le sait. C'est des crapules, c'est notoriété publique. Quand vous éditez Howard Zinn, qui parle de l'histoire populaire des États-Unis, que je trouve un livre absolument génial, que j'aimerais en effet comme vous qu'il puisse être un peu partout et que ses paroles puissent être écoutées partout. Le fait qu'il fasse, donc je connais pas les prix suisses, ça a l'air encore plus scandaleux, mais qu'il fasse 28 € minimum dans les librairies, en fait c'est ça plus que j'ai envie de... C'est ça que j'ai envie de comprendre, quoi. Est-ce que là il n'y a pas aussi une contradiction importante ? Est-ce que ça c'est obligatoire ? Est-ce qu'il y a il n'y a pas là une incohérence avec des éditeurs, je sais pas, je pense aux Suisses d'Entremonde ou aux autres en France qui essayent de réduire un maximum les coûts. Quand je vois un bouquin sur l'histoire populaire à 28 €, moi je me demande comment on en est arrivé là. Ok. Qui ça tu as un gros livre ici, n'importe quel. Tu as un gros livre par récemment ? Non, pas les miens. Fais ça comme gros livre chez Au Seuil. Derrière, à gauche. 36 francs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
un gros roman là. Bon, voilà, 23, voilà. Bon, ça coûte combien ça? Je il fait 40. 100 pages de plus que le zine. Ok? Publié par les éditions sociales. D'accord? 27. Combien de pages? Ouais, 850. Alors, c'est chez qui ça? Attends, j'ai compris. C'est chez qui? Juste pour bien préciser, la question c'est pas est-ce que la Gaune c'est des mecs qui sont trop chers, c'est comment on en arrive à avoir un système de production qui fasse que ce soit 28 € pour un éditeur qui apparemment ne veut pas rentrer dans J'ai compris, j'ai parfaitement compris, je t'assure que j'ai compris, je vais essayer de... J'ai juste... Non, mais je disais juste que, tu vois, regarde, là, c'est 40, ça. C'est 40, ça fait le même nombre de pages, d'accord? C'est important, pour te dire qu'il y a... quand tu vois 28, 800 pages, si tu regardes autour, on n'a pas assez d'exemples de gros livres ici chers, c'est pas le lieu. Tu verras qu'en fait, pour commencer, en fait, il n'est pas cher du tout. Ça, c'est la première chose. Je parle relativement à ce qui se vend autour au même moment, d'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais comparer. Tu n'as pas des petits alias ici? Des petits alias là? Le prix. Donne-moi le prix, nombre de pages par exemple. C'est 6,10 € normalement? 6,10 € pour le... Vas-y, donne-moi le nombre de pages. 70, pardon. 70 pages. Petit format, donc grosso modo en fait ça serait en volume du truc, ça serait en fait c'est 35 pages. D'accord? 35 pages, 6 €. 800 pages, 28 €. D'accord? Donc c'est quoi qui est cher? Tu te rends compte que si tu as acheté 800 pages pour 28 €, en fait c'est pas du tout cher par rapport à 35 pages, 6 €. C'est même rien du tout. En fait, ça n'a rien. Le livre, relativement à ces petits trucs-là, mais il vaut rien. On est d'accord, quand tu achètes une carotte, tu vois bien la différence si tu vois entre une carotte et 1 kilo de carottes. D'accord? Là, tu as acheté 1 kilo de carottes pour l'équivalent de ce que tu achètes habituellement, une demi-carotte. Donc, ça, c'est le premier truc à voir. J'insiste là-dessus. D'accord? Tu as acheté un gros livre avec beaucoup de pages. Gros livre avec beaucoup de pages qui a été traduit de l'anglais, qui a coûté 1 année et demie de salaire d'un traducteur. Ok? Qui a coûté 6 mois de suivi éditorial de 3 personnes. Tu vois tourner le salaire là? Tu vois tourner, ça veut dire que tu en es à maintenant, tu en es à 1 an et demi, 6 mois, 3 fois 18, on en est à 3 ans de salaire. 3 ans de salaire. Premier tirage, 5000 exemplaires. Est-ce que tu peux imaginer comment on a fait pour payer les 3 ans de salaire avec un truc, si tu veux, oui, évidemment, c'est 8000 € de fabrication. Hein, je m'arrête plus, si tu veux. Ce que je pourrais te dire, c'est que si tu arrives aux 28 € et surtout 28 € qui va être partagé avec grosso modo un gros tiers au libraire, 20% chez le distributeur, et nous il en reste 20% à la fin, c'est 20% des 28 € qui rentrent chez l'éditeur avec lequel il va payer 3 ans de salaire plus 8000 € de frais de fabrication. Tu imagines l'énormité, la disproportion, donc l'objet que tu as dans les mains, il te coûte rien. Ça c'est la première chose qu'il faut te dire. Mais maintenant on va le comparer à d'autres choses. Évidemment, on ne se connaît pas, d'accord, mais je ne sais pas ce que tu achètes habituellement, mais qu'est-ce que c'est que tu achètes qui vaut 28 € et qui te dure 15 jours? Bon poids. Prix à la durée d'usage. En fait, c'est l'objet le moins cher de consommation culturelle qui a jamais été produit nulle part. Il y en a une là, après c'est vous. Oui, bon, ce livre, il n'a pas été écrit et il ne sort pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on est dans un moment tout à fait particulier où, au niveau justement de l'édition, il se passe quelque chose. C'est le moment justement où, bon, il y a... ça va être extrêmement important de comprendre ce qu'est un éditeur.
avec la question du livre numérique et cette dématérialisation, où justement ceux qui vont produire ces livres numériques sont même plus des éditeurs. On espère qu'il en restera, mais c'est à mon avis la chose extrêmement importante dans le moment dans lequel nous sommes. C'est une contribution à ce débat-là, parce que ce que vous avez dit, le livre n'est pas réductible à une marchandise. C'est bien le problème. On est dans une société où on n'a que des marchandises, et parmi ces marchandises, il faut des livres. Et c'est toutes les contradictions. Donc là, je pense que c'est le moment maintenant d'essayer de penser vraiment ce qu'est un éditeur si on veut sauver la lecture. Oui, c'est magnifique, quoi. C'est bien quand c'est les autres qui défendent notre métier, mais ça permet de revenir à cette remarquable question du prix qui est très compliquée, qui tu as parfaitement raison de te la poser, je comprends tout à fait, mais un des moyens de réduire le prix du livre, ça va être effectivement de le dématérialiser, et ça va être en fait d'éliminer l'ensemble des intermédiaires qui sont entre l'auteur et celui qui achète le livre. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles il est cher, tu as remarqué, je t'ai parlé de la... c'est qu'il y a il y a beaucoup d'acteurs qui sont dedans, il y a beaucoup de gens qui grignotent sur ce truc-là, donc beaucoup de gens qui vivent, beaucoup de gens qui existent, beaucoup de gens qui ont des métiers, d'accord, donc qui structurent une société, qui ont du boulot. Le livre numérique, qui a le premier boulot, c'est éliminer les intermédiaires, en fait. Attention, les intermédiaires, ou alors j'ai rien compris au pile, mais ce sont les intermédiaires qui font que c'est un livre. Absolument. Oui, ça y est, le livre numérique est là pour éliminer les intermédiaires. Oui, mais il n'y a plus de livre à ce moment-là. Il va rester du texte à lire. On va l'appeler. Oui, il va rester la pile, quoi. La grande pile. Appelons-le du texte à lire, d'accord? Alors, je sais pas si le texte qui va être produit sera lisible. Mais c'est ça qui est. Plus de textes, on produit des images quand on veut. Non, ça sera lisible. Mais il y aura toujours des choses à lire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce qu'on se rend compte que un ensemble de partenaires extrêmement divers est nécessaire pour produire un objet qui, à la fin, est en fait le résultat d'un tamis. C'est un énorme tamis. D'ailleurs, on a ri ensemble sur cette histoire du premier tamis qui est cette abomination des manuscrits qui n'arrivent pas à la poste, d'accord? Mais un éditeur, en fait, régulièrement, on demande qu'est-ce que c'est que le métier d'éditeur, d'accord? C'est une question super difficile, mais à la limite que si vous le fournissez en une phrase, comme ça sera une manière de répondre à votre question aussi. Le métier d'éditeur, c'est essentiellement quelqu'un qui est capable, en lisant un texte, d'en évaluer, je sais pas dire, la qualité, on s'en fiche, c'est d'en évaluer l'opportunité de l'éditer à un moment donné dans la maison d'édition dont il connaît et il est le mieux à connaître la ligne éditoriale, et en même temps de mesurer l'équilibre financier qui est nécessaire à établir pour que le livre au moins se finance et si possible finance le suivant. C'est que ça le métier d'éditeur. C'est que ça. Et donc, mais la petite variable qui est à l'intérieur, qui est une variable importante, qui est l'opportunité de le publier à ce moment-là, de ce temps-là, dans sa maison d'édition, et qui est cohérent avec sa ligne éditoriale. C'est-à-dire que l'ensemble du propos que diffuse le livre est un ensemble du propos qui a du sens en termes politiques, en termes intellectuels, à ce moment-là de l'histoire du monde social, à ce moment-là de la maison d'édition, etc. Et donc, une machine qui est une machine qui produit en flux tendu des livres qui ne sont pas triés, en fait, ça produit du non-sens. L'éditeur est le premier producteur du sens, le premier producteur de sens, mais tout le monde l'est, le libraire aussi l'est. Je veux dire, ici c'est un producteur de sens autour. C'est la chaîne. Voilà. Donc plus il y a de producteurs de sens, plus qu'il y a à la fin, on va dire, effectivement du sens. Et plus il y a d'acteurs intermédiaires qui sont partie prenante, et plus on a des chances que le monde ne nous échappe pas et ne soit pas qu'un monde financier. C'est ça que je voulais dire sur l'histoire du rire, qui me faisait rire, j'avais oublié tout à l'heure en finissant avec les étudiants tout à l'heure. Parmi les trucs qui m'ont fait le plus rire, c'est BHL en fait.
Ah non, mais BHL, c'est un type on sous-estime. Il faut jamais sous-estimer BHL. Oui, exactement. Alors je vais pas retrouver, je fais de mémoire. Donc, BHL a fait le réseau funèbre de Jean-Luc Lagardère. Et je vous assure que lire les réseaux funèbres de Jean-Luc Lagardère, c'est une expérience de grand guignol extraordinaire. Mais surtout, ce qu'on se dit, c'est il était devant la tombe, là. Comment ils ont fait pour garder leur sérieux, les autres? C'est invraisemblable. Il s'est empoulé. Et puis voilà, les trucs qui sont amusants, c'est. Il disait que l'image extraordinaire qui gardait Jean-Luc Lagardère, c'était cet homme qui avait construit des avions, qui avait fabriqué des livres, et sur l'épaule duquel il avait vu un jour un oiseau se poser. C'est une trivialité absolument totale, quoi, d'accord. Puis il parlait de son rapport à la comète, c'était incroyable. Bref. Mais à un moment, il y a la phrase, il fait des avions et il fait des livres. Il n'a jamais fini des livres, ce type. Il n'a jamais fait d'avions, il a jamais. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde où les seules personnes qui font des choses, c'est les propriétaires du capital, en fait. Et nous, on fait rien derrière. Donc voilà. Donc c'était là-bas. Ouais, c'est toujours sur cette question du prix. Du livre. Je sais pas si bien répondu. Non mais si, parce que je trouve que la question est pertinente et je comprends bien votre réponse parce que je la connais de l'intérieur. Oui, bon. Après, moi je vois les livres qu'on fait, on va essayer de faire des prix qu'on estime corrects. Par exemple, dans la même échelle que les vôtres, on doit faire des demandes de financement, voilà, vous connaissez sûrement ça, des gens qui ne sont pas toujours recommandables non plus. Tu prends sur tes travail avec eux, ça veut dire que c'est aussi eux qui décident ce qu'on peut ou pas. Dans une certaine mesure. Vous êtes omnisphère. Vous êtes où? Antipode, pardon, Antipode. Le problème, c'est que, voilà, c'est le même en édition, il y a 2 salaires et demi, on travaille aussi avec des gens qui sont rémunérés. Et c'est vrai que moi, je connais les éditions Entremonde dont on parlait. Je trouve qu'ils font du très bon travail aussi, c'est des bons bouquins. Et je me dis, mais comment vous faites pour faire des livres? Comment on peut faire dire si bon marché? Alors, tout le monde sur les lèvres, je sais pas comment ça fonctionne. Mais autrement, c'est quoi? Oui, mais Entremonde, on a mangé ensemble tu étais au boulevard, avec Entremonde, on discute, et ces livres vont être plus chers prochainement. Ils vont sans doute faire imprimer ailleurs qu'en Suisse, c'est beaucoup trop cher, etc. Il est en train de se rendre compte qu'il y a toute cette question éthique qu'il est en train de, voilà, mais est-ce que je vais aller faire imprimer en Hongrie? Les prix sont vraiment, voilà, ils se posent cher. Ouais. Là, jusqu'à maintenant, ils ne se payent pas, etc. Vous avez la réponse. Vous pouvez avoir c'est intéressant comme question, mais c'est intéressant aussi justement de discuter avec ces gens, avec Entremonde par exemple, c'est intéressant de discuter. Par rapport à ce que tu soulevais quand je disais que le prix me paraissait vachement élevé, donc c'est pas par rapport au fait d'aller imprimer en Chine. Entremonde, ils vont imprimer en France maintenant. Voilà, il a pris la décision de le faire en France. Et jusqu'à il y a un mois, il m'a dit autre chose, et ils impriment à la main. Donc forcément, c'est pas la même chose. Mais c'est pas par rapport à Entremonde que je voulais faire, parce que ça n'a rien à voir. Ça m'intéresse pas de comparer avec Entremonde. La question, c'était vraiment de savoir, de réaliser aussi que malheureusement, voilà, c'est apparemment pas possible de faire autrement. Mais ça veut donc dire qu'il y a un problème là-dedans et qu'il faudrait repenser ça. Je ne suis pas complètement sûr, parce que je pense que le problème il est plus le niveau de vie des acheteurs plutôt que le prix des livres. Excuse-moi je pense que tu mets les choses à l'envers, quoi. Tu mets les choses à l'envers. Le problème c'est pas que ça coûte 28 €, parce que vraiment, je veux dire, nous la maison d'édition d'Agone, c'est entre 1000 et 1200 € de salaire, on est payé, d'accord. Donc c'est pas la masse salariale qui et le traducteur qui a été payé une année et demie, il a été payé 1200 € par mois pendant une année et demie. Donc c'est pas c'est le temps réel de travail. Je sais pas si ça a du sens de dire tu payes le vrai prix avec 28 €, mais il faut que le libraire se paye, il faut que le diffuseur se paye, il faut que tout le monde se paye dessus, et je t'assure que c'est tout à fait raisonnable. Donc le problème il n'est pas là. Le problème, il est plutôt le niveau de vie des gens.
et tout un autre chose, il est plutôt alors, je sais bien, je te connais pas, je sais pas comment tu vis, mais chaque fois, alors je veux pas être désagréable du tout en disant ça, mais est-ce que tu as regardé combien tu dépenses par exemple en musique, en concert, en DVD, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, en effet, le truc n'est pas du tout important de parler de nous. Moi, personnellement, ce que je dépense, on s'en fout, et c'est complètement ridicule parce que voilà. Et non, c'est pas ridicule. Mais si, moi, c'est ridicule. Je dépense 200 balles par mois parce que je squatte, parce que je vole, parce qu'on s'en fout de moi. La question, c'est juste de savoir quand Howard veut s'adresser aux cultures populaires, le fait est que le texte va pas dans les milieux populaires, étant donné, d'une part, le fait que Howard s'adresse principalement à des universitaires, et aussi que le texte soit à 28 €. C'est ça, moi, qui me... Et je recommence, le problème, c'est juste que tu puisses pas t'acheter 28 €, c'est juste ça le problème. C'est pas que ça vaut 28 €, mais c'est pas le prix du livre, c'est l'organisation sociale qui est en amont. Je redis la même chose. Pour moi, tu mets les choses à l'envers. 28 €, c'est pas un problème. C'est que tu sois obligé de vivre avec 200 balles et que, enfin, sauf si c'est un choix, mais dans ces cas-là, si c'est un choix, c'est autre chose. Si tu as choisi de ne jamais avoir les moyens de pouvoir t'offrir un livre à 28 €, si en revanche tu n'as pas choisi ce système de vie-là qui fait que voilà, c'est ça que je veux dire. Je me fais comprendre, je commence à être fatigué là. Voilà. Non, mais j'ai trouvé la citation. Laquelle là? Celle de Bernard. Pour nous faire rire. On termine là-dessus. On termine là-dessus? On va dire ça. Moi j'ai mal aux fesses. C'est pas inintéressant, mais non. C'est pas qu'aux fesses que j'ai mal. J'ai mal à plein d'endroits, je t'assure, donc aux fesses. Alors, je vous la fais longue comme ça, vous profiterez, d'accord? Donc, un employé ne sera jamais dans leur monde aussi honorable que son patron. Et dans l'édition française de tous, le plus honorable fut le leur, en l'occurrence le patron d'Olivier Nora et de Claude Durand. À la suite du cercueil de Jean-Luc Lagardère piétiné, mêlé à la famille, ancien président de la République, ministres et ex-ministres, la moitié du CAC 40, au coude à coude avec les plus grands noms du journalisme français, plus discrets, quelques anciens lieutenants de François Mitterrand, trop insignifiants dans cet aéropage, les employés placés à la tête des maisons d'édition n'ont pas été répertoriés par les gazettes. Pour les obsèques où les honneurs coulaient plus que les larmes, le destin fut même de la partie. Le jour où la France enterrait son premier vendeur d'armes et son premier éditeur était aussi celui du déclenchement de la deuxième guerre du Golfe et de l'ouverture du Salon du Livre de Paris. C'est miraculeux le monde, comment il est fait, il nous aide. Éditeur chez Grasset, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy prononça un hommage qui bousculait les règles du genre. Jean-Luc, c'était l'anti-Citizen Kane, excuse-moi. Jean-Luc, c'était l'anti-Citizen Kane. Son idée, son rêve, ça n'était pas un empire pour se nourrir de la lumière des autres. L'annexer, l'absorber, tout ramener à lui. Mais l'inverse. Sa lumière vers les autres, son éclat pour les autres. Une étoile fixe et très brillante à laquelle d'autres venaient se chauffer. Ces moments sont des moments de vérité. Et Bernard-Henri Lévy dira ce jour-là la vérité cachée sous, entre guillemets, l'appétit de conquête de cet inlassable mousquetaire, fermez les guillemets. Cette vérité s'adresse aux Français amoureux des livres. C'est la vérité, ouvrez les guillemets, de la dernière bataille éditoriale de Jean-Luc. Ouvrez les guillemets. Ce détail qui n'a été pas un et dont il m'a confié un soir qu'il fut l'étincelle de son désir. De Gaulle. De Gaulle. Le fait qu'une des maisons du groupe qu'il convoitait était l'éditeur du général de Gaulle. Voilà ce passionné de la France, cet Européen lyrique et patriote a déclenché la plus grande bataille de l'histoire de l'édition parce qu'il refusait l'idée que la maison du général de Gaulle finisse dans un fonds de pension. Mais il faut lire l'intégrale, hein, ça, si vous avez droit à un morceau, j'ai pas tout pu prendre, mais voilà. Donc vous imaginez le nombre d'erreurs qu'il y a au mot. Chaque mot est un mensonge, chaque mot est un conte de vérité, c'est invraisemblable. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci.